Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que j'ai lancé récemment. En effet, après presque un an d'existence du podcast, je me suis rendu compte de quelques manques entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant évidemment pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques, avec vidéo à l'appui, sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires, et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin, parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretdukayak.org en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Renaud Baudier, spécialiste du kayak life-saving, mais aussi pratiquant de kayak de course en ligne. Cela faisait un moment que je souhaitais interviewer un athlète du life-saving, alors je n'ai pas hésité à lui poser toutes mes questions. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Renaud et ses secrets. Salut Renaud, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Rudy, ça va très bien, merci. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. Ça fait un petit moment que je m'intéresse au, on va dire, kayak de sauvetage. Je sais pas si on dit ça comme ça, ou life saving. Et a priori, tu es l'un des meilleurs Français dans cette discipline. Je sais pas si on peut dire ça, mais ouais, je me débrouille pas mal, ouais. Alors, pour commencer, parce que j'ai cru comprendre que tu avais un profil un peu, on va dire, multisport. Quel est ton premier souvenir de sport? Moi, j'ai commencé par le triathlon à 7 ou 8 ans. À 7 ou 8 ans, on peut commencer le triathlon? Ouais, j'avais mon papa qui faisait du triathlon, et qui faisait du triathlon, mais de l'ultra iron. Et du coup, moi, mon premier souvenir, c'est ça, c'est d'aller suivre mon père sur les triathlons. Et il y avait toujours des triathlons jeunes avant, et du coup, je participais à ça, quoi. Mais Ah ouais, putain, c'est énorme. Et donc, ça veut dire qu'à 7, 8 ans et 10 ans, 12 ans, tout ça, tu t'entraînais donc sur les trois disciplines du triathlon, donc vélo, course à pied et natation. non, non, parce que mon papa il avait peur que je me blesse en course à pied. Donc, j'ai commencé la course à pied très tard. J'ai commencé vers 12 13 ans. Donc, je faisais juste les courses, des courses de village en course à pied. Et mon papa a toujours aimé beaucoup la compétition. Donc, j'ai fait beaucoup de compétitions. Mais sans m'entraîner en course à pied, je faisais que la natation en club et du vélo comme ça, quoi. Pareil, j'ai commencé le vélo en club très, très tard. Ah ouais, J'ai fait du vélo en club aussi. c'est énorme parce que tu sais souvent on parle justement de développer durant l'enfance et l'adolescence toute cette capacité un peu aérobie, les capacités cardiovasculaires, cardio-respiratoires. Et toi en fait t'as baigné dedans depuis que t'es Ah gamin. ouais, moi, là-dessus, je suis vraiment. Moi, j'ai vraiment fait beaucoup de sport quand j'étais jeune, du foot, du basket. Quand j'étais en école primaire, je faisais un sport différent tous les soirs. Et au fil des années, mes parents m'ont demandé de choisir un peu, quoi. Mais du coup, j'ai une grosse capacité aérobique, mais j'ai pas de vitesse. C'est ce Ouais, que je cherche à développer. on va y revenir, mais j'irai pas ça quand même. Mais Ouais, mais c'est mon point faible, quoi. Avec tout ce sport étant jeune, parce que même le week-end, en fait, j'ai tout le temps fait du vélo, beaucoup de natation, beaucoup de sport tout le temps, mais pas de vitesse, quoi. et est-ce que tu te distinguais en triathlon par rapport aux autres jeunes? Est-ce que tu étais meilleur ou tu étais dans le peloton ou tu étais à la fin? En fait, moi, je viens de Tours. Dans ma région, on était trois à avoir un niveau semblable, mais la course, ça se finit toujours pareil, en fait. Je sortais en premier de l'eau, on me rattrapait un peu en vélo, et puis à pied, c'est deux ou troisième. C'était toujours pareil. Ok, donc le vélo a toujours été ton point faible alors.
Non, moi, c'est la course à pied, mon point faible. C'est vraiment la course Le à pied. vélo, ça allait, mais comme j'étais tout seul en tête, bah, c'est dur de maintenir un effort tout seul devant. Bah, je trouvais ça dur à l'époque de rester concentré. Bon, après, j'ai compris plus tard pourquoi, mais je trouvais ça dur d'être tout seul devant et rester concentré en vélo. Et à pied, bah, je courais pas assez vite. Y a pas de, là-dessus, il n'y avait pas de secret, quoi. Même plus Et tard, quand je faisais du triathlon à plus haut niveau, c'était toujours le problème, quoi. justement, j'allais y venir. Quand tu parles de plus haut niveau, est-ce que tu as performé, jusqu'à quel niveau en triathlon? Championnat de France. En fait, moi, je suis parti en sport-études à 14 ans. Bah, quand on passe, je sais pas plus trop les âges, mais quand on passe en seconde, j'étais en sport-études dans la Sarthe en triathlon. Les 2 plus belles années de ma vie au niveau sportif, parce que j'étais vraiment en sport-études et c'était vraiment génial. Et là, en fait, du coup, j'ai signé dans un club de première division, mais je faisais pas les grands prix, moi. J'étais jeune et j'avais pas le niveau, hein, on va pas se mentir. Du coup, je suis resté 2 ans dans ce club. Après, j'étais en club de D2. Je sais pas si tu suis un peu le triathlon. Donc, j'ai fait de la D2 pendant 4-5 ans. Ouais, 4-5 ans, jusqu'à temps que je rentre en prépa maths. Et après, là, j'ai arrêté. Ok, oui, j'ai cru comprendre que tu étais très débordé. Est-ce que tu es prof de maths aujourd'hui ou je sais pas parce que tu m'as dit que c'était plus pour Euh, les vacances. non. Moi, je suis en reconversion professionnelle pour devenir entraîneur en sauvetage. Ok, Et c'est tout récent. C'est tout récent parce que, en fait, du coup, bah, comme je te disais, j'ai fait une prépa maths, mais avant, j'ai fait un BTS dans l'énergie. Donc, en fait, j'ai fait de prépa maths pour intégrer une école d'ingénieur, mais j'ai pas eu d'école d'ingénieur. Du coup, j'ai commencé à travailler directement, quoi. Vers d'accord. 2008-2009, j'ai commencé à travailler, ce qui correspond à mon retour à Tours, en fait. Avant, j'étais parti à Clermont-Ferrand faire ma prépa maths. Et en prépa, j'ai pris un peu de poids, si tu vois ce que je veux dire, même beaucoup de poids. T'avais arrêté de t'entraîner, t'arrivais pas à concilier un peu les deux? Ben, en fait, je suis un peu extrémiste dans tout ce que je fais. Donc, quand j'étais en BTS, je m'entraînais 2-3 fois par jour en triathlon. Et puis, j'avais jamais vraiment je m'étais jamais vraiment penché sur les études plus que ça. Bon, j'avais pas beaucoup de capacité, mais j'étais toujours pour moi dans ma tête un sportif avant d'avoir été un étudiant. Et là, je me suis dit, bah, en prépa, vas-y, donne tout, travaille à fond. Et du coup, j'ai rien fait comme sport de septembre à Noël. Je suis revenu chez mes parents à Noël. Ma mère m'a dit, oula, euh, prends tes baskets, s'il te plaît, là, fais un truc, ça va pas du tout. Et j'étais du coup devenu en plus mentalement, j'étais plus moi, quoi. J'étais pas heureux dans ce que je faisais, quoi. Je pensais qu'en travaillant dur à l'école, ça allait forcément marcher, mais non, ça n'a pas du tout marché. J'étais le dernier de ma prépa, c'était pas du tout agréable. Et du coup, là, j'ai recommencé un peu à courir et nager, mais quand tu es en prépa, tu n'as pas du tout le temps. Et moi, j'étais vraiment pas un génie de l'école, donc finalement, donc j'en ai vraiment bavé. Et voilà, quand la prépa s'est finie en juillet, bah, j'ai voulu reprendre le triathlon, mais j'avais pris bien 10 kilos, quoi, et pas de muscles, hein. Ok, ah Du ouais, coup, 10 kilos, c'était. ah ouais, ouais. Donc l'absence. Est-ce que durant ces années de triathlon, est-ce que tu étais sensibilisé à l'importance de la diététique ou pas du tout? Ou Oui, justement, bah, j'ai eu des périodes un peu, comment dire. En fait, moi, j'étais un physique vraiment lourd pour le triathlon, quoi. Ils sont tous des physiques, pardon, longilines, et moi, j'étais un physique un peu trapu, quoi. Donc, j'essayais de vraiment faire attention à ce que je mangeais. Mais bon, maintenant que j'ai 34 ans et que je me suis beaucoup plus renseigné sur le sujet, je faisais des grosses erreurs, mais j'essayais de faire vraiment attention. Et du coup, quand j'ai arrêté, j'ai ouvert les portes à tout, quoi. qu'est-ce que tu faisais Et du comme coup, erreur? bah, en fait, je limitais les protéines, par exemple, pour pas prendre du muscle. En fait, du coup, Ok. tu récupères pas, quoi. J'ai appris ça plus tard que ma masse musculaire, bah, du coup, donc ça fatiguait, quoi. Et en faisant des restrictions, en fait, maintenant, j'utilise plus du tout ce mot régime ou tout ça parce que c'est vraiment pour moi, même maintenant que j'entraîne, je bannis le mot restriction ou le mot poids parce que pour moi, maintenant, j'ai appris que le corps que tu as, c'est le corps dont tu as besoin, en fait. Donc, si ton corps il est un peu dense, bah, c'est qu'il est fait comme ça et tu pourras pas, même si tu arrêtes de manger, tu pourras pas t'enlever les os, quoi. Du coup, j'ai fait des erreurs là-dessus.
Ouais, j'ai enlevé les glucides, je me mangeais plus que beaucoup de fibres, quoi. Donc, j'avais pas de force à l'entraînement. Du coup, je me blessais. Du coup, bref, un cercle un peu vicieux, quoi. Et puis, je pense que j'étais plus épanoui dans ce que je faisais, quoi, à la fin. Je cherchais à performer, mais j'étais limité par mes capacités physiques, mon niveau de base, quoi, j'étais pas fait pour le triathlon, en fait. Ouais, faut pas se mentir, à un moment donné, il y a des gars qui ont vraiment des capacités, des vraies belles capacités, quoi. Et moi, je les avais pas, quoi. Qu'est-ce qui t'a limité, tu penses, pour le triathlon? Parce que j'ai vu sur les photos que tu étais assez grand, assez balèze. Déjà, tu mesures combien? Tu pèses combien en temps normal? Alors, quand je faisais du triathlon, je mesurais 1m84 toujours. Et je pesais 70 kilos, 70-72. Ah oui, t'étais léger quand même. Ouais, t'étais assez léger. Ouais, mais non, lourd pour les gars. Lourd pour les gars. Lourd pour le triathlon, léger pour le kayak. Et maintenant, en forme, je fais 82. Bon, là, c'est l'hiver, je suis à 85. C'est pas l'hiver. L'hiver, c'est dans un mois. Nous enregistrons le 18 novembre et l'hiver est mi-décembre. Vers le 20 décembre, je crois, de mémoire. Ouais, mais je sors de la coupure pour moi, donc là, je reprends un peu le sport. Voilà, bon, je suis à 85. J'ai fait cet été un pic à 87. Et c'est ma copine qui m'a dit, oula, s'il te plaît, mon chéri, fais quelque chose. J'ai l'impression que tu as besoin des femmes pour te réguler, finalement. Entre ta mère et ta copine. Ouais, exactement. Exactement. Je reviens sur ton parcours. Ouais. Je reviens sur ton parcours. Après la prépa, donc là, quand tu as pris 10 kilos, est-ce que tu te remets plus au sport ou est-ce que, justement, tu pars sur complètement autre chose? Et en fait, tout l'été, j'attends une école, des réponses d'école d'ingénieur et je commence à travailler un peu et je reprends un peu le triathlon, quoi. Mais nager, j'en pouvais plus nager. J'étais épuisé par nager, j'avais plus envie. J'avais envie de refaire du vélo et de courir, sauf que mon corps, vraiment, il était plus du tout adapté, quoi. Je sais pas comment, les sensations que je recherchais, c'était celles d'il y a un an et quand je pesais 70 kilos, quoi. Et donc, je m'en souviens, j'avais recontacté mes amis à Tours pour rouler, mais c'était dur, quoi. Tout était dur. Et en parallèle de ça, il y a mon meilleur ami qui, lui, faisait du sauvetage à Tours, du sauvetage sportif, et qui me dit, viens essayer, ça va te changer un peu. Et dans ma tête, je me dis, putain, mais ton sport, c'est de la merde. Pardon d'être vulgaire. Mais j'avais pas envie, quoi. Ça me donnait pas du tout envie, cette planche sur le Cher. Là, je voyais pas, il y avait des poignées, ça irritait. Je voyais pas l'intérêt, quoi. Du coup, je fais l'été un peu en m'entraînant en triathlon et puis je faisais genre de la planche une fois ou deux par semaine, quoi. Et je faisais pas de kayak du tout, hein. J'avais essayé une fois et j'étais tombé. Je dis, ah, c'est vraiment nul ce truc, j'arrête. Et là, à cette époque-là, il n'y avait pas de qualification pour aller au championnat de France de sauvetage. Et du coup, ils me disent, ouais, viens nous aider à faire les relais, tu nages bien et tout ça, viens faire les relais, viens faire les relais. Je dis, ok, je viens au Segor, quoi, faire les relais. Et, et là, le premier jour, je fais la nage et je passe en finale en série, je passe bien et tout ça. Et c'était au Segor, il y avait des vagues. Et en finale, je galère à passer la barre en nage. Maintenant, ça me fait rire parce que j'ai fait toutes les erreurs possibles, quoi, mais je ne savais pas faire, quoi, à l'époque. Et voilà. Et le lendemain, il y avait l'Iron. L'Iron, c'est la planche, le kayak et la nage. Et je vois deux de mes potes faire ça et je fais, wow, mais c'est trop bien votre truc là. Vous êtes dans votre effort pendant 15 minutes, il faut passer la barre. Ça avait l'air génial. Et, euh, et du coup, il y avait une personne qui s'appelait Jean-Baptiste dans mon club. Et du coup, lui, il était fort en kayak et il voulait apprendre à nager. Et on fait un deal. Moi, je lui apprends à nager et lui m'apprend à faire du kayak. Jean-Baptiste, si tu m'écoutes, désolé, j'ai pas réussi à te faire apprendre à nager, mais toi, tu m'as fait apprendre à nager au kayak. Il était meilleur que moi, je crois, à l'époque, et il est toujours, je pense. Et du coup, il a pris de son temps, en fait, pour m'apprendre le kayak. Et donc, comment t'as commencé directement par le kayak de sauvetage alors? De sauvetage, ouais. Du coup, je m'en souviens, à cette époque où il y a, donc, au club de Tours, il y avait Sarah, il y avait d'autres gens qui étaient forts à cette époque-là au club. Et moi, j'étais dans mon bateau de sauvetage et je me baignais dès qu'il y avait des petites vagues derrière, quoi. Donc, le bateau de sauvetage, c'est un surf ski, mais qui est très stable. Maintenant. C'est quoi la différence justement avec un surf ski classique? Parce que je vois l'avant, j'ai l'impression il est plus gros. Est-ce que c'est pour éviter déjà que les vagues te rentrent, dans le bateau? Il y a quoi d'autre comme différence? Est-ce qu'il est plus court, plus long, plus large? Il est plus court. Il fait 5,80 alors qu'un surf ski d'Ocean Racing, ça fait 6,20 de moyenne, 6,20, 6,40.
selon les modèles. Nous, il a 18 kilos et il est plus large. Donc, Ok, c'est ah vraiment ouais. très stable. Donc c'est vraiment de la force. T'es de la force. C'est vraiment là, t'es sur tout à l'heure on parlait d'endurance de force. Là, t'es vraiment là-dessus, quoi. Là, pour le Ah ouais, bouger. oui, oui. Je pense que le bateau serait plus léger, je serais moins fort par rapport au. Et donc Ouais, toi, je me baignais dans la vague, quoi. tu t'entraînais comme ça sur le bassin de Tours avec ceux qui faisaient de la course en ligne, en fait, au final, au début. Bah, en fait, non. Euh, donc, j'ai fait une séance, 2 séances dans mon bateau de sauvetage. Et puis, il y avait le club de Tours de kayak qui eux, s'entraînaient. Parce que nous, le club de sauvetage à Tours, on était 10. Donc, l'hiver, il n'y avait personne, quoi. Donc, je me commence avec JB à m'intégrer. Parce que lui, Jean-Baptiste, faisait partie du club de kayak de Tours. Lui, il est du canoë. Et donc, il m'a fait, ouais, viens faire la PPG avec nous, viens ramer. Donc, je dis, bah, ok. Et puis, l'hiver, ils mettent dans un master. Ok. Première sortie, je crois, en mi-décembre, quoi. Donc, à Tours, décembre, mais j'avais vraiment peur de tomber, quoi. Je me dis, non, mais si je tombe, je vais mourir, quoi, les gars. Et je suis pas tombé. Bah, c'était quoi, un master TT que t'avais? Il t'avait donné? Ouais, un gros bateau, ouais, un vrai gros bateau. Un master, ce qu'ils appelaient, nous, à Tours, un master. Ok. Et donc après cette première séance, est-ce que parce que tu avais vu la compétition, tu fais la première séance, est-ce que tu te dis à ce moment-là, ah ça va le faire, je vais progresser, tu te prends un peu au jeu du kayak? Ouais, je me prends complètement au jeu du kayak. Parce que ouais, je me prends surtout, en fait, à Tours, il y avait une super ambiance. Le permanent du club, il s'appelait Olivier à l'époque et il était. Bah, j'ai vite accroché avec lui, en fait. Il était. Je sais pas, j'ai vite accroché avec lui, j'ai vite accroché avec le groupe. À cette époque-là, il y avait Nicolas Guyot, le frère de Sarah, qui reprenait aussi le kayak, mais lui, il avait commencé avant, il avait arrêté pour ses études de médecine et tout ça. Du coup, il y a eu vite ce que j'avais moi aimé dans le triathlon, c'est-à-dire un groupe très, tu sais, où tu envoies des messages, viens, on va courir, viens, on va faire du sport. Il y avait tout le temps du monde le soir, et dans un sport qui était porté, quoi, le kayak. Donc, vite, je me suis accroché. Je me souviens, j'avais dit à Jean-Baptiste, j'arrête les muscles, j'en ferai plus jamais. Quand j'étais en triathlon, j'avais fait des muscles et j'aimais pas trop ça. Et j'ai vite repris la muscu. Je me suis vite repris au jeu, quoi. On a fait de l'équipage et je sais pas, ça a été une très bonne dynamique dans le club, quoi. Donc, ouais, je les remercie beaucoup pour ça, quoi. Parce que ils ont Mais pris du là, temps. à ce moment-là, tu avais encore l'objectif de participer à des J'avais compétitions aucun de objectif. sauvetage? J'avais aucun objectif. J'avais juste, à cette époque-là, l'objectif de faire du sport, vraiment loisir, quoi. J'imaginais rien de précis, quoi. Je me voyais pas champion du monde, quoi. Je me voyais rien du tout. Et est-ce que tu progresses rapidement en kayak? Est-ce que tu changes Ouais, rapidement de oui. bateau? Oui, on passe rapidement avec Nico en Américain rouge. Je sais pas si Ouais, ouais, je vois. ça te parle. Et du coup, on a vite travaillé là-dessus. Et en parallèle avec JB, on préparait un marathon en course à pied. Donc, j'ai repris en fait la condition physique sans le vouloir, en fait. Tu sais, je nageais pas, j'allais pas nager, j'allais nager pour JB, quoi. Donc, je nageais peut-être, je sais pas, à 500 mètres, je passais mon temps à le coacher, quoi, plus que m'entraîner, moi, quoi. Du coup, ouais, j'étais pas du tout dans la performance, quoi. Pas du tout. Ok. Et je reviens sur le truc de sauvetage, parce qu'au début, là, on vient de chercher un peu pour le sauvetage. Est-ce que c'est quelque chose que tu te voyais faire? Parce que j'imagine que quand tu fais des compétitions de sauvetage, tu es aussi sauveteur peut-être l'été, je sais pas si tu fais des conneries, ou sauveteur quand il y a besoin. Et bah alors, ça, c'est un exemple. Moi, j'ai passé mon BNSSA l'année dernière. Ah ok, ah ouais. On pourra en revenir après parce que en France, c'est pas obligatoire d'être sauveteur pour pouvoir faire des compétitions de sauvetage. Tout le monde peut faire des compétitions de sauvetage, c'est comme faire une compétition de kayak. Et encore, en kayak, il faut avoir des pagaies couleurs pour faire les compétitions. En sauvetage, absolument pas. D'accord. Donc, Et non, non, j'étais pas du tout, pas du tout. ok, putain, c'est vrai, je vois là, on discute de tout quand même. T'es archi sportif. On voit que tu as quand même le truc. Ouais, oui, Gamin, tu fais oui. du sport à fond. Après, ok, il y a la prépa, t'arrêtes un peu, et puis là, tu reprends kayak, tu cours, tu nages, même si tu nages Ouais, tranquille. Tu prépares un marathon. Et d'ailleurs, ce marathon, comment il s'est passé? Est-ce que tu l'as fait déjà? très très mal. Très très Ah, très, très mal. J'ai confondu que la moitié d'un marathon, c'est pas la moitié d'un 10 km ou d'un 5 km.
C'est-à-dire que si t'es frais à 20 km, tu peux pas relancer comme quand t'es frais sur un 10 bornes et que tu peux te dire je relance, quoi. Et en parallèle, en fait, du coup, on avait fait une prépa top en marathon, je pense, c'était vraiment bien. Sauf que, comme je t'ai dit, en parallèle, je faisais le kayak. Et pour moi, c'était. Ouais, j'aime le sport, il n'y a pas de doute là-dessus. Du coup, je faisais du kayak et de la muscu. Et quand j'ai commencé à réduire le volume en course à pied, bah, du coup, j'avais du temps. Du coup, je me dis, bah, je vais aller faire du kayak. C'est pas deux choses qui sont opposées, quoi. Ça fera rien pour le marathon, quoi. Et au marathon, musculairement, au bout de 30 bornes, bah, j'ai explosé. J'ai fini en marchant. Donc, Donc, ouais, c'est le mur des 30 temps, km dont tout le monde parle, entre guillemets. oui, bah, ouais, oui, oui. Mais c'est pas, ouais, c'était très frustrant parce que énergétiquement, j'étais vraiment présent. Mais musculairement, c'était un calvaire. J'avais l'impression qu'on m'avait cassé les quadriceps, quoi. Mais combien tu pesais à l'époque? Est-ce que tu avais retrouvé ton poids de 70-72 kilos ou tu faisais Je 80 et dis- quelques? Non, je pense que j'étais à 77, 78 à cette époque-là, quoi. Ah ouais, donc, Parce que j'avais perdu du gras, mais j'avais pas pris la masse musculaire que j'ai là, quoi. ah ouais, donc t'étais quand même assez lourd pour un marathon, on Ouais, va dire. ouais, ouais, c'est ça. Et surtout, j'avais pas l'endurance, bah, j'avais pas la force de supporter ce nouveau poids. Parce que j'ai pas les souvenirs précis, mais j'avais dû repasser par une phase à 74 kilos et reprendre de la masse en reprenant la muscu. Et du coup, mon corps s'était pas réadapté à ce poids pour courir 40 km, quoi. À 42. À partir de Ouais. quand tu commences les compètes de life saving en surf-ski? Et bah, en fait, moi, le surf ski, c'est devenu pas du tout. Au début, c'était vraiment l'iron qui m'intéressait. Le kayak en lui-même, c'était un moyen de faire l'iron, quoi. Et bah, du coup, là, la première compète, c'était genre 15 jours après le marathon. Et à l'époque, je faisais encore tout, quoi. Bah, c'était la dernière compète où j'ai tout fait. C'est-à-dire que je faisais tout ce qui était à l'océan. Je faisais la nage, la planche, le kayak, l'aéron, le 90 mètres et les flags. Bon, j'ai vite vu que Est-ce que tu peux expliquer un peu ces différentes... Qu'est-ce que c'est le 90 mètres, les flags? le 90 mètres, c'est comme du sprint. Tu fais 90 mètres dans le sable, tout droit. Donc tu cours, tu fais un sprint dans le sable. Ouais, c'est ça. Juste un sprint dans le Ah, sable. ok. Et le flag, c'est quoi? Et les flags, c'est des bâtons musicaux. Donc, tu es allongé sur le ventre. Par exemple, on est 10 sur la ligne de départ et à environ 30 ou 20 mètres, je sais plus. À 20 mètres, je crois, il y a, euh, il y a 9 bâtons. Donc, tu es allongé sur le ventre, le menton posé sur les mains et il faut se lever le plus rapidement possible et aller chercher un bâton. Ok. Ok. Et là, c'est là quand je te parle de ma vitesse et de mon dynamisme qui est pas du tout présent, quoi. Là, j'étais vraiment mauvais, quoi. Mais sinon, là, tu disais bah, la nage, la planche, le surf-ski et Ouais, le mélange des trois épreuves. Est-ce que tu t'en étais bien sorti? et bah ouais, et bah du coup, là, tout de suite, j'ai commencé à faire des finales, en fait. À faire des finales en étant 15, 14, 15e, toujours bas de classement, mais en me prenant vraiment au jeu, quoi. Et Et ça se passe comment une compétition comme ça? Est-ce que c'est de la longue distance? Tu vois, en nage, par exemple, c'est non. quoi? En surf-ski, c'est quoi? Le Euh, mélange, c'est quoi? alors, les distances, c'est un 400 mètres en natation, à peu près, hein. Parce que tu pars de la plage, tu cours, tu rentres dans l'eau, tu vas tourner deux bouées, tu reviens. En planche, c'est environ 600 mètres. Et en kayak, c'est environ 800 mètres. En partant toujours de la plage et arriver à la plage. Ok, ah ouais, donc c'est pas si long en fait. Non. Mais en fait, là, là, on va vite te venir là où. Pourquoi moi j'ai accroché au sauvetage, pardon. C'est que à cette époque-là, il y avait un Oceanman longue distance. C'était 10 km de kayak, 2,5 km de nage, 6 km de planche et 6 km de course. Mais Et quand tu dis planche, c'est moi dans ma tête, ouais. j'ai une connerie, mais planche, c'est t'as le truc à bout de bras et tu cours avec. C'est quoi planche pour toi? Planche pour nous, ça s'appelle le paddleboard pour être précis. Ah, c'est T'es du à paddle. genoux. Ouais, ouais, mais non, pas du stand-up paddle. Nous, t'es à genoux ou allongé. Ok, ok, ah oui, oui, ok. Comme quand les gars s'entraînent, et j'ai vu un film comme ça sur le surf où le gars il s'entraînait justement à ramer à nager sur sa planche. C'est un peu ça alors. Ouais, c'est ça. En fait, ça vient des sauveteurs australiens à la base c'est une planche pour aller chercher des victimes à l'océan, quoi. Ah ouais, donc t'as les épaules qui brûlent à fond quoi. Ouais, les deltoïdes, ouais, c'est pas mal. Ah ouais, putain, tu mords. En plus, tu te relèves et tout, t'as le dos qui congestionne aussi. Ok, ouais, je vois bien.
Je vois. En fait, tu as les deltoïdes quand tu es allongé et tu as les ischios quand tu es à genoux. Ah ouais, oh putain, ah ouais, je vois. Et donc il y avait cette histoire, je te reprends le fil, il y avait cette histoire de longue distance alors. Ouais. Et du coup, on me dit, bah ouais, bah viens avec moi. En gros, j'étais gentil parce que je voulais découvrir. Donc, il y a une personne qui était mon président de club, Sébastien Billon, qui est devenu, bref, un très bon ami maintenant. Et qui me dit, bah viens essayer, viens faire la course avec moi, quoi. Donc, je fais la course et et je prends beaucoup de plaisir et je fais un bon résultat. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, bon, bah, on va peut-être retourner à la piscine vraiment, on va vraiment s'entraîner, quoi. Donc j'ai commencé à regarder comment faire, quoi. À Alors ce moment-là. comment on fait pour s'entraîner à tout ça? Et bah, moi, je suis resté du coup de 2009 à 2013 à Tours. Euh, Bah, on fait comme on peut. Ouais, mais À Tours, j'allais dire, tu travailles un peu à côté quand même, donc là ah oui, oui, là, je t'as travaille en t'as bureau pas ce d'études dans le loisir de bâtiment. faire 2-3 séances par jour avec la récup qu'il faut, tout ça? Non. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait la première année en m'entraînant tous les soirs, en m'entraînant comme je m'entraînais en triathlon, en gros. Bah, sans travail vraiment spécifique, des départs planches, des départs kayak, tout ça, je faisais un gros volume. Parce que j'ai toujours aimé le volume, ça, c'est un problème que j'ai encore maintenant. J'aime beaucoup m'entraîner. Et du coup, je m'entraînais tout le temps, en fait, tous les soirs, le week-end, mais sans vraiment savoir ce qu'il fallait faire. Je m'entraînais avec le club de kayak en kayak, je nageais dans un club de natation, et puis voilà quoi. La planche, je faisais un peu comme je pouvais quoi. Ok. Et, Et voilà. et donc ça fait progresser quand même de t'entraîner un peu au hasard? Bah, forcément, quand tu pars de zéro et que en kayak, j'ai eu des très bons coachs qui m'expliquaient vraiment bien les choses, donc forcément, j'ai progressé quoi. Et Mais j'ai commencé à faire des est-ce compétitions que de tu avais kayak. la même technique sur ton kayak de sauvetage que sur ton course en ligne? Parce que j'ai l'impression que ta Euh, position est quand même vachement différente. mais ça, je l'ai appris plus tard, que c'était pas la même chose. Mais à cette époque-là, oui, je ramais comme en course en ligne quoi. Parce que je Ok. savais pas qu'il fallait pas ramer comme ça quoi. Mais maintenant, je le sais. Mais au début, tu penses qu'il faut, en kayak de course en ligne, il faut chercher à faire glisser le bateau le plus possible. Et en sauvetage, c'est un bateau qui fait 18 kilos, donc il ne fait pas du tout glisser. Ça se rapproche plus à un coup de pagaie de descente, même si je connais pas la descente. Je pense que c'est plus un coup de pagaie comme ça, où il faut tout le temps avoir en gros la pelle dans l'eau pour faire avancer le bateau, qu'en kayak de course en ligne, où il faut avoir la pelle un peu essayer de faire glisser le plus possible, quoi. Ok. Et donc à ce moment-là, tu essayes de faire glisser ton bateau de surf alors, ton bateau de. Ouais, et ça marche pas. Ça marche pas. Mais ça marche pas, mais ça marche bien parce que je crois à mes deuxièmes championnats de France, je fais un top 10 en kayak et un top 10 à l'Aéron. Et mes troisièmes championnats de France de kayak, et là, c'est là où je rentre dans les critères. Je fais 4 en nage et je fais 3 à l'Aéron, je crois. Et est-ce qu'à à cette époque-là, bah donc tu vois, c'est il y a un peu moins de 10 ans. euh, Est-ce que c'est une discipline? Parce que même aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas très médiatisé. Tu vois, moi, je C'est vois un encore petit pire. peu, ouais, c'est pas médiatisé. Et là, tu me dis, je rentre dans le collectif. Est-ce qu'il y a une équipe de France? Est-ce qu'on est athlète de haut niveau quand on est en équipe de France? Comment ça marche? Ouais, oui. Et en fait, il y a un collectif France et comme c'est un sport qui est aux Jeux mondiaux, on est sous statut haut niveau. Ok. Donc ça veut dire quand tu peux, les Jeux mondiaux, c'est quoi? C'est les World Games, c'est ça? Ouais, le World Games, ouais. Ok. Donc on Mais peut pas, donc on peut participer aux World Games alors si on est vraiment très très bon. oui, mais que en eau plate maintenant. Que en course en Super ligne, tu dur. veux dire? Non. En Non? fait, nous, notre sport à l'international et tout, c'est tu as 2 jours d'épreuve de piscine et 2 jours d'épreuve de côtier. Et pour l'instant, je t'ai parlé que du côtier parce que c'est ce que moi j'ai pratiqué quand j'étais sportif et je le suis encore. J'ai fait que la partie côtier, j'ai jamais fait la partie piscine. Attends, je suis perdu. La piscine, c'est la natation. Ouais, mais c'est oui et non, parce qu'en fait, c'est de la natation avec palme. En gros, il y a 6 épreuves en piscine. Tu as un 200 mètres où tu as 2 obstacles au milieu de la piscine, il faut passer en dessous. Tu as t'as 2 épreuves avec des palmes et un maintien, il faut ramener le maintien, ça fait 100 mètres. Tu as 6 épreuves en piscine qui sont de la nage, quoi. Enfin, pas que de la nage. Ok. Ok, ouais, c'est plus compliqué plus compliqué. Plus dense que ce que je pensais. Et en fait, tu as 6 épreuves en piscine.
tu as 4 relais en piscine et tu as 4 relais en côtier et 6 relais à l'océan. Et ça donne après un classement des nations au championnat du monde et au championnat d'Europe, où la France Ok. vient de gagner pour la deuxième fois le titre de championne d'Europe et troisième mondial depuis assez longtemps, derrière l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ben justement, tu vois, moi j'ai découvert les kayaks de sauvetage, tu vois, un peu par hasard quand j'étais en Nouvelle-Zélande. Et Oui. j'étais sur la plage et je vois des gens qui s'entraînaient. Donc il y avait un club, j'étais à est-ce que c'était quand j'étais? Je crois que c'est quand j'étais à Auckland. Sur la Ok. plage, il y avait un club justement de kayak de sauvetage, mais je savais pas ce que c'était. Et je vois des gens qui Bah, s'entraînaient, justement, ils poussaient le kayak et ils couraient et ils sautaient dedans, tu vois, pour ouais. faire. Et j'ai dit, ils ont une drôle de forme ces kayaks. Ils ont pas ils ont pas la même forme. Mais il y avait vraiment un club avec, je sais pas, 100 ou Ah oui, 150 bateaux, quoi. Vraiment ah oui, énorme, hein. bah, je sais pas dans quel club t'étais. Moi, j'étais en Nouvelle-Zélande aussi, m'entraîner à Mont-Manganui. Et ouais, là-bas, c'est des beaux clubs. Mais bah, on pourra en parler, on arrive vite sur cette période là, de ma vie, mais en Australie et en Nouvelle-Zélande, le sauvetage, en fait, c'est par là où tu commences soit la piscine, soit la natation, soit le kayak de course en ligne. Ok, ouais, donc Par exemple, Lisa Carrington, elle vient du sauvetage. Elle était à Mont-Manganui, dans le club où moi j'étais, quoi. ben, j'ai parlé avec un gars justement la semaine dernière qui est en équipe Curtis Emery, je crois, il y a 1 ou 2 semaines. Et justement, on parlait un peu parce que j'ai vu qu'il faisait 100 kilos. Alors j'étais surpris qu'un mec de 100 fasse 100 kilos. Et on discute un peu. Et je lui dis comment t'as commencé. Et justement, il avait commencé aussi par le life saving, quoi. Mais bon, ça c'est clair avec ce que tu me dis, quoi. Ouais, en Ça, fait, dans les pays anglo-saxons, c'est comme ça que tu apprends. Il n'y a pas d'école de natation pure. Après, tu choisis un peu, tu continues en sauvetage ou tu vas dans les sports. Si on voit que tu as des prédispositions, tu peux aller dans les sports olympiques, quoi. ok. C'est quand même l'olympique, c'est quand même le Graal, quoi, dans le sport. Quand tu rentres dans le collectif France, est-ce que justement ton entraînement devient plus, je vais dire, plus professionnel dans le sens de plus sérieux, plus cadré? Oui, là, je commence à. Du coup, je change de club de natation. Je vais dans le club de Tours même. Et je commence à nager le matin et faire du kayak ou de la muscu ou de la course à pied le soir. Ouais. Ok. Mais justement, la course à pied, tu me disais, c'est le 90 mètres. Donc en fait, tu fais de la course Oui, à mais pied plus pour la PPG alors. exactement. Exactement. Parce que moi, du coup, j'ai très vite arrêté tout ce qui était course à pied. Ce 90 mètres, c'est vraiment rapide. Moi, je suis pas du tout fait pour, quoi. Bah, je suis pas fait pour. Ou je sais pas faire, quoi, au choix. Mais du coup, moi, je cours parce que sur l'Iron, chaque transition entre le kayak et la planche, bah, faut courir. Et faut avoir de l'endurance quand même, parce que c'est une épreuve qui dure un quart d'heure. Du coup, il faut avoir bah, l'endurance, quoi, de l'endurance dans les jambes, dans le cardiovasculaire. Faut courir, quoi. Dans notre sport, faut courir. C'est important. Ok. Et donc bah là, à ce moment-là, t'as un entraîneur justement qui te dit quoi faire, qui te Non, modère un peu sur non, le volume peut-être? non, bah non, Non. toujours pas. Et après, du coup, moi, c'est là où, par contre, pour me développer, bah, j'ai vu que j'avais des lacunes et qu'au club, on n'avait pas les compétences pour apprendre. Et du coup, là, c'est à partir de 2009 ou 2010, je sais plus, 2010 ou 2011, je commence à passer toutes mes vacances sur la côte, à aller m'entraîner, à demander à ceux qui sont en équipe de France comment eux ils font, quoi. Comment ils font. Donc là, je vais voir bah, Flora Mancier, Walter GR, des gens comme ça qui vont Anthony Mazer, qui vont me dire comment faire pour passer la barre en planche, comment faire un départ en kayak, puis à lire l'océan, quoi. Là, j'ai commencé à découvrir que, parce que à chaque fois que j'avais performé, c'était quand c'était plat. Mais dès qu'il y avait des petits runs, bah, moi, je prenais pas les runs en planche, comme moi, les autres, ils prenaient des runs. Des runs, c'est les petites vagues Ouais, ouais, de vent. je vois ce que tu veux dire, mais parce que j'allais te dire, justement, là, de ce que je vois quand j'ai regardé un peu les compétitions, je me suis intéressé un peu. Je vois, en fait, bah, comme c'est en mer, entre guillemets, t'as jamais les mêmes conditions, quoi. Mm. C'est souvent démonté, quoi. C'est souvent Bah, pas démonté. trop en France, hein. En France, on essaye, bah, et pour des questions de sécurité, on fait ça. Bah, là, par exemple, les championnats de France, c'était à Royan et la dernière sélection équipe de France, c'était à Hendaye, dans la baie. Ok, Hendaye ou ça change plus. Mais ouais, c'est dans des baies, quoi. Là, ils font des endroits protégés, quoi. Bon, cette année, ça sera à Osgore, les France, donc ça sera pas protégé, quoi. ok. Et donc là, qu'est-ce qui change dans ton entraînement alors à ce moment-là pour performer? Et bah ouais, je me rentraîne 2 fois par jour. Et là, je commence à me rapprocher. Je fais 5-6 en kayak, pas trop en planche. En kayak, en aéron et en nage, je suis toujours 4-5-6. Tu vois, jamais sur le podium, mais toujours, mais pas loin, quoi.
Et là, du coup, en 2013, je commence à préparer, à découvrir que l'Australie, c'est le Graal, quoi. Et il y a une course en Australie, ça s'appelle la Coolangatta Gold. Ça fait 42 kilomètres, donc un marathon, où tu fais 22 kilomètres de kayak, tu as 3,5 km de nage, 7 kilomètres de planche et 7 kilomètres de course. Et tu as des transitions en course de 2 kilomètres à chaque fois, quoi. Ok, Et ah, du coup, je putain. commence à m'entraîner pour ça, quoi. Et Et du coup, alors je vais la faire en là, 2013. j'imagine que tu augmentes ton volume d'entraînement à fond, quoi. Ouais, je dégoupille complet, là. Ce qui me sera après préjudiciable parce que je commence à faire des choses un peu bêtes, parce que je vois que je suis pas assez explosif, donc je regarde comment faire et je fais des choses un peu en musculation qui sont pas du tout encadrées et pas du tout. Bah, c'est là où je me fais ma première hernie, quoi. Ok, comment ça arrive? Tu fais des squats sautés chargés. Et lourd de préférence, lourd. Bah lourd quand c'était pas lourd parce que c'était, mais c'est quand tu sais pas faire et que t'es pas placé, ça sert à rien, quoi. T'es bête, tu fais ça, t'es bête et tu te baisses, quoi. Et donc là, à ce moment-là, combien de temps tu mets déjà pour te sortir de cette hernie, on va dire, si on peut s'en sortir, mais pour ne plus avoir Bah, les douleurs, les conséquences? bah ça va. Donc la première hernie quand elle claque, tu mets une semaine à t'en remettre. Un an après, tu t'en refais une. 6 mois après, tu t'en refais une. Et après, ça vient tous les 15 jours, 3 semaines, quoi. Et tu finis par te faire opérer en 2017. Ok, tu t'es fait opérer alors. Oui, et ça, c'était la meilleure action de ma vie. Bah, de ma vie de sportif, quoi. Et t'as été opéré par quel procédé? Parce qu'il y a plusieurs procédés pour les hernies. On a enlevé ce qui dépassait. J'avais 2 hernies et les deux, ils ont gratté, quoi. Ils ont gratté et c'était bon. Ils ont fait. Est-ce qu'ils ont ouvert par endoscopie quand ils font maintenant très légèrement? Oui. Ouais, c'est ça. J'avais deux petits traits, quoi. J'ai deux petits traits dans le dos. Et tu as mis combien de temps avant de pouvoir, je sais pas, remarcher normalement, être nickel Bah, après l'opération? j'ai pu remarcher 24 heures après l'opération. J'ai pu retourner. J'ai été chez le kiné genre 2 jours après pour mobiliser la zone. Et une semaine après, en fait, le problème, c'est les cicatrices. Dès que les cicatrices ont été réparées, bah, j'ai pu aller nager, quoi. Combien de temps donc? Sans virage, plus but, peut-être au bout de 10 jours, quoi. 10 jours, Ah j'étais ouais, lavé, quoi. putain, hyper rapide. Ouais, ouais, c'est pour ça qu'en fait, tous ceux qui me disent l'opération, faut pas y aller, bah, moi, je suis. Parce que pour l'histoire, c'est que. Du coup, moi, bah, on fait un saut dans l'histoire, mais en 2016, je reviens en France. Je fais les championnats du monde interclub où je fais des super résultats, machin, machin, machin. Et la semaine d'après, c'était les championnats de France. Et les championnats du monde, c'était aux Pays-Bas. Donc, nous, on avait fait la route en voiture. Et la voiture pour les hernies, c'était pas top. Et j'arrive au championnat de France, je pouvais plus marcher, quoi. Donc, pas de championnat de France, alors que j'étais dans la forme. Je pense que c'était à cette époque-là, je savais pas, mais c'était la forme de ma vie, quoi. J'étais vraiment bien, quoi. Je fais des super cours, je rivalise avec les meilleurs mondiaux, je fais des finales à l'aéron, à la nage, au championnat du monde interclub. Donc, c'était vraiment des super moments, quoi. Des super moments. Et du coup, je m'entraîne à Montpellier en 2016. Donc là, enfin, on passe, bref. Et en 2017, 15 jours avant les sélections équipe de France, bam, je me reblesse. J'ai ma hernie qui me fait mal. Et c'était une crise sensitive. Et depuis cette période, j'ai jamais retrouvé complètement l'usage de ma jambe droite, quoi. Dans le sens où tu as perdu de la sensibilité? Bah, en fait, là, j'avais perdu la sensibilité, j'avais plus le releveur du pied, donc j'ai boité Ok, ouais, pendant donc là c'est l'opération d'urgence alors. Bah non, justement, non. Non? Non, parce que du coup, 15 jours après, il y avait les sélections équipe de France. Je passe en équipe de France en kayak et en nage. Donc, je vais faire les championnats d'Europe. Et là, je me fais opérer après, quoi. Et Ok. du coup, je passe tout un été à m'entraîner en boitant sur les transitions, quoi. Donc, Eh j'ai ouais, parce bien que, endommagé mon nerf, quoi. parce que normalement, de ce que je sais entre guillemets, c'est que quand t'as plus de releveur, ils opèrent direct parce que c'est un cas d'urgence. Bah, j'avais encore du releveur, mais pas. Non, c'était fou, c'était nul, quoi. J'avais du releveur, mais c'était pas. Je sais pas comment dire, c'était 80%, je crois. Je sais plus ce que c'était, mais. Ouais, ouais, enfin, moi de mémoire, moi pareil, j'ai un orteil qui a un peu moins de force, et moi le neurochirurgien l'avait noté sur 5. Il avait dit vous avez 4 sur 5 au lieu de. Ouais, je sais plus. Moi, c'était en 2007 et j'essaie d'oublier ça. Depuis donc, t'as parcouru ta sensibilité, mais d'un point de vue au pied, mais tout le reste de la jambe, ça va.
Non, dès que je suis trop en rétroversion dans le bassin, je crampe. Donc, par exemple, quand je nageais encore 2 heures par séance, au bout d'une heure, j'avais une crampe au mollet, une crampe neurologique. Et je sortais de l'eau, m'étirais et ça repartait, quoi. Et Ok. jusqu'à il y a cet été où j'ai rencontré un kiné qui pique, qui fait de la neurostimule. Et là, j'ai commencé à arrêter d'avoir des crampes la nuit et tout ça. Ok, ah ouais, putain. Ouais, Ah donc ouais. ceux qui me disent pas se faire opérer, pas se faire opérer, si j'avais su, je me serais fait opérer en mai et j'aurais pu refaire les championnats d'Europe en septembre, ça aurait rien changé, quoi. Ah ouais, ah là, Donc, je sais pas. Bon, je reviens sur la course en Australie, alors. Tu t'entraînes Ouais, pardon. pour l'Australie. Alors, comment ça se passe tout ça? Ouais, donc je m'entraîne pour le Cologne-Gata. Et donc, c'était en 2013. Et donc, moi, je venais de. Donc, il y avait ce fameux Iron longue distance en France où je venais de faire deuxième. Donc, je m'attendais à être pas mauvais, quoi, pour être franc. Et du coup, j'arrive en Australie et à l'entraînement, je commence à me faire battre par toutes les filles, tous les garçons. Je fais, oula, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est le décalage horaire. Au bout de 15 jours, c'était pas le décalage horaire, c'était le niveau entre la France et l'Australie, c'était juste fou, quoi. Juste Mais tu te fais battre sur quoi? Sur le kayak? Mais quand même pas en sur le natation kayak, aussi? ouais, sur le kayak. Ouais, sur le kayak. C'était devenu mon sport, quoi. Où j'étais pas mauvais, quoi. Et l'Iron, les entraînements en Iron, j'étais pas bon, quoi. En nage, ça allait, mais en nage en piscine, mais dès qu'on allait à l'océan, ils savaient lire tous les petits runs, toutes les petites vagues. C'était spectaculaire, quoi. J'étais Et, admiratif, quoi. et est-ce que toi, à cette époque-là, tu naviguais encore comme en course en ligne? Encore, encore. Et J'avais là, pas justement, encore est-ce compris. que tu as pu voir la différence avec eux en termes de coups de pagaie? Mais pour être franc, je me suis pas remis en question. Sur le coup, je me disais, mais non, c'est. Voilà. Donc, je fais la course, je me fais rattraper par les filles. C'était vraiment très dur. Je finis la ligne, je passe la ligne d'arrivée, je tombe dans les papes. Je me réveille 1 heure après avec une perte dans le bras. C'était vraiment. J'étais là chercher loin pour la finir, quoi. Et non, toujours pas. Je comprends pas qu'en fait, c'est pas ma technique qui va pas, c'est le bateau qui va pas. C'était long à comprendre qu'en fait. Mais pourtant, là, tout le monde a à peu près le même bateau parce qu'il fait 18 kilos, il fait 5,80. Est-ce Ben qu'il non. y a beaucoup de marques différentes en termes de bateaux, beaucoup de différences? Bah, en Australie, oui. En Australie, il y avait pas mal de marques. Pas mal de marques. Et en Australie, ils font varier les volumes des bateaux. Entre un mec qui fait 80 kilos et une fille qui fait 60 quelques kilos, et ils changent les bateaux, quoi. Et Ok. moi, j'avais un bateau d'un petit volume, un low volume. Donc je me dis, ouais, c'est le bateau qui allait pas, machin, machin. Du coup bah, je me rentraîne et je décide de démissionner de mon travail en 2014 et de partir vivre en Australie, quoi, pour le sauvetage, quoi. Ok, mais pour le sauvetage, pour la compétition de sauvetage. Ouais, pour la compétition de sauvetage, ouais. Ok, et à ce J'ai moment-là, vendu donc, ma donc voiture, j'ai un appart. t'es déjà sportif de haut niveau entre guillemets? Non, 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 j'étais pas Ah ouais. sportif de haut niveau. Et donc là, Pas beaucoup de t'as chance. pas d'aide, t'as rien quoi. On est d'accord, J'ai rien. J'ai juste mon salaire et je mets beaucoup d'argent là-dedans, ouais. Toujours, de toute façon, le sauvetage, bah, comme le kayak, comme tous ces sports-là, tu gagnes pas d'argent, quoi. Tu t'en dépenses parce que c'est ta passion, quoi. et tu vas où alors en Australie Je vais sur la Gold Coast. Je retourne dans mon club, en fait, sur la Gold Coast qui s'appelle Mermaid. Et je décide, voilà, donc je pars, je vais vivre chez mon entraîneur qui m'héberge. Et là, je commence à m'entraîner 2, 3, 4 fois par jour. en Ça allait kayak? très bien parce que là-bas, ils sont beaucoup dans le volume. Et comme je te l'ai déjà dit, moi, j'aime bien m'entraîner. Et ça ressemble Du à quoi coup, une séance à ce moment-là? une journée, tu veux dire? Ouais, parce que là tu dis il y a 3-4 séances dans la journée, donc qu'est-ce que Alors, en tu fait, tu fais? commences par nager le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Tu nages de 5h30 à 7h30. Après, tu enchaînes soit par de la muscu, soit par de la course à pied. Après, tu manges, tu fais la sieste. Et tu recommences par soit faire muscu, soit courir, et tu fais une séance de planche ou de kayak. Ok. Ou s'il y a des vagues, tu vas faire de la planche après la course à pied, quoi. S'il y a des belles vagues, donc tu t'entraînes 3, 4 fois par jour tous les jours, quoi. Et quand là tu parlais, ça fait 2 heures de nage. Quand tu cours, vous courez quoi? Vous courez 10 kilomètres, 5 Non, par contre, kilomètres? quand tu cours, non, non, c'est très court, ça dure 30 minutes, 40 minutes. Vu que tu es déjà échauffé de la natation, tu fais genre 5 minutes de course à pied, tu fais, je sais pas, 10 fois 400 ou des trucs très durs. En Australie, c'est toujours dur.
Ok, ouais, ouais. Et en kayak, en kayak, le soir, c'est quoi alors? Vous êtes en pleine mer C'est soit des courses, ils mettent une bouée au large et tu fais des courses, soit ils te déposent à 15-20 km et tu rentres en ramant et pareil. Le premier arrivé, c'est celui qui a gagné, quoi. Et vous êtes beaucoup à vous entraîner ensemble? Dans mon club, moi, c'était un tout petit club à l'époque. On était 5-6, mais deux Ok. très forts. Une fille et un garçon très forts. James Lacey et Emma Dick. Très, très forts. Du coup, mais qui étaient jeunes à l'époque, qui étaient très jeunes. Ils avaient 18-19 ans, quoi. Donc, dans ma tête, moi, j'avais à l'époque 28 ans. Je me disais, ouais, je vais les battre, quoi. Mais en fait, ils me battaient, quoi. Et Donc, pareil, c'était une très bonne ambiance au club, très petit club, donc ils s'occupaient de moi, quoi. Parce que si j'avais été dans un grand club, avec le niveau que j'avais, ils m'auraient complètement ignoré, quoi. ouais, bah, ça m'étonne pas. Moi, quand j'avais été en Nouvelle-Zélande, je dérive un peu. Sûrement, il y avait un club de kayak où j'étais. Et je m'étais dit, ah tiens, c'est le moment où je vais progresser et tout. Et en fait, comme je débutais, quoi. Bah, en fait, il s'était pas trop occupé de moi, quoi. J'avais pas Ouais, progressé c'est le d'un problème, en pet, fait. quoi. Il y avait trop de monde, il y avait des gars qui faisaient les Jeux Olympiques, comme ça. Et en fait, bon, bah, Ouais. quand t'es Avec ton niveau débutant, départemental. ouais, ouais. Mais en Australie, c'est dans beaucoup de sports, dans beaucoup de clubs, c'est comme ça. Même moi, dans mon club, plus j'ai progressé et plus j'étais à l'entraînement, et plus ils se sont occupés de moi. Et moi, j'aime bien cette mentalité de fais tes preuves, viens t'entraîner, sois régulier longtemps, et on s'occupera de toi. Que des fois en France, je trouve que les jeunes, ils attendent qu'on s'occupe tout de suite d'eux, très vite, alors que il faut pratiquer un peu avant de pouvoir. Tu vois, par exemple, c'est là en 2014 où on commence à me parler de ma technique en kayak qui va pas, que je suis trop long, que je ne me sers pas assez de mes biceps. Ok, ouais, Tu donc ouais, tu tirais vraiment en dos avec moins de. Là, Ouais, t'essayais de faire glisser, comme tu disais tout à l'heure. exactement. Et en fait, ça marche pas. Et du coup, là, je commence à faire beaucoup de compétitions. Et du coup, j'ai commencé à bien apprendre, à commencer à faire des demi-finales. Du coup, voilà, j'ai commencé vraiment à bien apprendre, quoi. Et Et t'apprends quoi, justement, si tu dois retenir deux, trois j'apprends trucs? à me servir de l'océan. C'est... Et en fait, à adapter ta technique, que ta technique de piscine, c'est pas la même que quand tu nages à la mer, que ta technique en kayak, c'est pas la même que sur le canal, que quand tu es dans les vagues, faut rétrécir un peu. En fait, la technique que tu as dans les vagues, c'est la technique minimum que tu peux reproduire. L'important, c'est de mettre toujours que ton bateau soit placé, quoi. Par rapport aux vagues, par rapport au run, par rapport aux autres. Et ça, j'apprends ça en Australie, quoi. Et donc, à ce moment-là, j'imagine, donc comme tu disais, tu réduis la taille de ta pagaie? Ouais, ouais. La surface des pelles aussi. Et tu peux donner un ordre d'idée? Je suis arrivé en Australie avec une 740 de chez Gentex, avec un manche blanc. Ok. J'ai fait un test avec une marque MIC, qui était en gros du 700. Et j'ai recommandé une 720 à un moment donné. Et en termes de longueur, t'as changé de beaucoup? Ouais, quand en France, on est long, hein. En Australie, ils sont tous en 2,7, 2,8. Ah ouais. Ouais. Après, ils ont une qualité d'appui que moi, j'ai pas, par exemple. Que moi, j'ai dû tout le temps ramer en 2,11, 2,12, tu vois. Parce que j'ai pas cette qualité d'appui que eux, ils ont, quoi. Cette rotation du bassin, des hanches, des épaules que eux, ils ont, quoi. Eux, ils sont plus forts, quoi. Donc, ils peuvent avoir, entre guillemets, une plus petite pagaie pour justement mettre des tours entre les vagues que moi, je peux pas faire parce que c'est ma pagaie qui doit aller chercher pour moi devant, quoi. Ça, je l'ai compris plus tard. Ah ouais. Et en course en ligne, t'étais en quelle longueur, sinon? Avant À ça? cette époque-là, je ne développais pas la course en ligne comme j'ai Mais cherché à la développer. t'avais quel pagaie au lieu d'avoir une 2,12? Pardon. J'avais une broche à 4. En quelle longueur? Ouais, tu me poses une colle, là. Mais pareil, à l'époque, j'agrandissais ma pagaie, ma longueur de pagaie pour essayer d'aller chercher loin devant, et pour réduire la fréquence, parce que je ne cherchais pas à changer ma technique, quoi. Ouais, alors que finalement, tu vois, quand on voit ton parcours, t'es un type qui cardiaquement, tu peux mettre de la Ouais, fréquence et ça va, quoi. ouais, mais c'est là où maintenant je stagne, quoi. C'est ce qui me fait stagner en kayak, c'est ce qui me fait stagner partout, quoi. C'est que je ne sais pas mettre d'appui. J'ai une grande fréquence, une grande caisse, je peux tenir des heures. Même en ocean racing, c'est ce qui m'empêche de performer, quoi. C'est que j'ai pas cette qualité d'appui parce que je l'ai développé très tard. J'ai développé le kayak à 22-23, quoi. Du coup, mais même en âge, j'ai tout de suite confondu vitesse et précipitation, quoi. Ce qui est
J'ai toujours cherché à aller vite sans chercher à me dire que maintenant, fallait accepter de régresser pour progresser, quoi. Et maintenant que je suis entraîneur, c'est ce que j'essaye justement de ne pas faire avec mes jeunes, de leur expliquer que aller vite en cadet, c'est super, mais l'important, c'est d'aller vite en senior, quoi. Donc être champion de France cadet, c'est bien, mais d'être champion de France senior, c'est mieux, quoi. Après, j'ai envie de te dire, moi j'ai commencé encore plus tard que toi, mais des interviews que je fais, des discussions que j'ai, ça m'a l'air très très dur de trouver justement cette qualité d'appui, ce toucher d'eau dont tout le monde parle quand tu commences très tardivement. Là, j'ai l'impression que ça s'apprend. Je pense que c'est impossible. Et sans faire d'eau vive, même si là tu fais de la mer, j'ai l'impression aussi, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais qu'il faut passer par faire de la descente, faire des rivières pour comprendre tout ça, trouver l'appui. Et pareil, là tu disais que tu étais très boulimique un peu en termes de volume. Je sais pas comment t'es toi, mais moi sur l'eau, si on me dit voilà on fait une séance technique à 8 km/h, ça me rend fou quoi. Ça me je peux pas. Je peux entre les séries. Je peux entre les séries, mais ça me rend fou. Je me dis ah non, allez, j'ai envie d'avoir ce truc là, mais tu vois, c'est pour ça que j'ai l'impression que, et c'est pour ça que moi j'aimerais bien essayer un peu l'eau vive dès qu'il fera un peu meilleur, mais c'est dans mes projets pour justement essayer de comprendre ce truc là, d'avoir cette sensation dont j'ai l'impression que en fait tout le monde me dit ouais le toucher d'eau, l'appui, tout ça, j'ai l'impression de l'avoir, mais je vois bien que sur le chrono je l'ai pas quoi. Je vois bien que il manque quelque chose. Bah moi ça fait longtemps que je cours après. Tu vois, par exemple, encore l'année dernière, je m'étais dit, ouais, tu fais 2 mois dans tous les sports que tu pratiques, tu fais de la cadence basse, tu cherches à mettre de la force. Ça dure à chaque fois 20 minutes dans la séance. Après, ça m'agace, quoi. Ça m'agace pour rester poli, quoi. Mais là, quand tu fais tes entraînements en kayak, je dérive un petit peu. Là, tu les fais sur eau plate ou tu les fais directement en mer? Est-ce que tu mixes un peu les deux? Je mixe complètement les deux. Alors maintenant, j'ai la chance de vivre à Montpellier. Du coup, et en plus, je vis face à la mer. Du coup, et en dessous de là où j'habite, il y a le local du Pôle France de sauvetage. Du coup, j'ai un kayak et une planche. Et quand il y a des vagues, je vais dans les vagues. Quand il y a du vent, je fais un paddleback. Quand c'est plat et qu'il fait chaud, je vais prendre mon kayak de vitesse et je vais faire de la course en ligne. Et puis, je m'adapte aussi à s'il y a du monde pour venir s'entraîner avec moi. Si y a un mec qui me dit ouais je suis dispo pour faire du sauvetage, et on va faire du sauvetage. Si on veut faire la ligne, on fait de la ligne. Si on veut faire de l'ocean racing, on fait de l'ocean racing. J'essaie de rester vachement ouvert maintenant sur plus comme avant où j'étais vachement obtus dans mon programme d'entraînement. Si aujourd'hui j'ai prévu ça, je fais ça, peu importe les conditions. Ça c'est quelque chose appris aussi en Australie, c'est de rester vachement ouvert aux éléments, en fait, de toujours s'adapter à ce qu'on a en face de nous, quoi. S'il y a du vent, on va aller chercher à travailler les runs, et puis si c'est plat, on va chercher à travailler la force. Avant, je pensais qu'une séance qui était faite le mardi devait être faite le mardi. Maintenant, j'ai compris que si tu fais la séance du mardi, tu la fais le vendredi, ça change pas grand-chose. En tout cas, dans nos sports à nous. Et que faut mieux s'adapter à travailler avec, faire la bonne séance dans les bonnes conditions, quoi. Ouais, un peu comme t'entraîner suivant, quand t'as de l'expérience, suivant un peu la forme du jour en muscu, ou si t'es crevé, ça sert à rien d'aller mettre lourd où tu vas te faire mal. Mais plutôt te dire, je vais faire un peu de léger ou je vais travailler autre chose. Et après, quand je serai en forme, je ferai le truc là un peu pareil avec les éléments ou les conditions. Et ça, j'ai compris ça qu'en 2019. Hein. Donc, Ouais, mais c'est dur à intégrer parce que moi, je suis très rigide aussi là-dessus, dans le sens où mes potes qui m'écoutent là vont dire, pour moi, le plan, c'est le plan. Ah pareil. Le plan, c'est le plan. Donc si aujourd'hui il y a marqué ça, c'est ça qu'on va faire. Il n'y a pas d'histoire il y a du vent, il n'y a pas de vent. C'est la séance. Hein. Exactement. Alors que maintenant, je suis plus du tout là-dedans. Je sais les filières que je veux travailler, mais maintenant, il y a plein de façons de la travailler différemment. Et maintenant, j'ai compris qu'une séance où tu prends du plaisir sera forcément plus bénéfique que la meilleure des séances où c'est un calvaire. J'ai compris ça il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu fais de l'eau plate avec ton kayak de surf? Parce que là, ton kayak de course en ligne, tu sais, il glisse et tout. Mais si tu t'entraînes pour le life saving, est-ce que t'aurais peut-être pas plus intérêt, c'est toi le pro, hein, mais à faire ces séances sur l'eau plate justement avec ton kayak de 18 kilos qui n'avance pas, ou en fait, c'est justement là tu fais de l'endurance de force là, tu t'arrêtes pas là. Par exemple, quand je m'entraînais à Tours, parce que je suis revenu à Tours de 2019 à 2021. Là, je le faisais, mais pas dans l'optique de prendre de la force. Je le faisais dans l'optique de m'entraîner avec des gens qui étaient en kayak de vitesse et de les tenir moi en ocean racing. Et alors, t'arrives à les tenir avec ce kayak de 18 kilos? Ça dépend qui c'est qui est dans l'eau, quoi. Ouais, j'allais dire, à quelle vitesse ça va sur le plat, ce kayak de 18 kilos? En fait,
Bah, moi, je vais à 18 km/h en max. Ah Après, ouais. mais je vais pas beaucoup plus vite en grille de vitesse. La Ah seule ouais. différence, c'est qu'entretenir cette vitesse, c'est beaucoup plus dur. Ah ouais, tu montes super vite avec ton kayak. Ah oui, mais en fait, après, à un moment, il stagne. Enfin, moi, en tout cas, le jeu, la différence entre un kayak de vitesse, ça monte pour moi à 20 km/h, 18, 19, 20, bref, peu importe. Mais c'est plus facile d'entretenir cette vitesse. Alors qu'en bateau de sauvetage, bah, c'est très dur, quoi. Bah, je trouve ça très dur. Ah ouais, tu montes incroyable. Et donc ça veut dire que si tu fais, je sais pas, j'ai une connerie, les 10 minutes, t'es à 14-15 alors? Avec ce bateau de En 18 sauvetage? kilos. Ouais. Ah non. Non, non, non. Justement, tu passes vite à 12, 12,5, 13, quoi. Ok. C'est Ah là où ouais. tu stagnes vraiment, en fait. C'est la différence. Tu peux lancer vite, mais après, il garde pas la vitesse, quoi. Ok. Si tu arrêtes Ah, de mettre de l'énergie dedans, il arrête, lui. Il s'arrête Ouais, tout, je quoi. vois ce que dire, comme s'il y avait une vitesse limite en fait, une vitesse, Ouais, il y a une vitesse une vitesse limite. Ouais. critique, une vitesse critique. Mais moi je pense qu'il y a une vitesse critique, mais après, c'est que mon niveau. Je pense que un Maxime Beaumont, tu le mets dans mon kayak, je pense qu'il peut faire aller vite. Parce qu'il a de la force, je Ouais, ouais, pense. mais là c'est quand même. Maxime Ah Beaumont, ouais. s'il nous entend, je veux bien jouer. Maxime, tu es invité de partout comme tu l'entends. euh, je reviens sur ton truc. Donc là, en Australie, donc là, tu fais des gros progrès. Donc, Ouais. Bah là, je fais tu une restes tu finale. restes combien de temps là-bas? Je suis resté 2 ans. Ah, Avant deux 2 ans ans. et Ah demi. ouais, 2 ans. Et donc là-bas, Ouais, tu travailles quand même un petit peu ou pas du tout? j'avais la chance d'être hébergé à titre gratuit. Du coup, et dans le club, j'avais un sport contrat. Donc, comme c'était un petit club, ils l'ont fait parce que c'était. En fait, moi, je leur ai expliqué que j'ai démissionné de mon travail. Tout ça, eux, ils étaient à fond, quoi. À fond pour m'aider dans mon projet. C'était... En France, j'ai trouvé que c'était mal vu un peu, hein, de tout quitter, de vendre sa voiture, son appartement, son travail qui te paye bien pour faire du sport. Alors qu'en Australie, c'était à fond, quoi. Pour moi, ils m'aidaient. Je trouvais que c'était génial de prendre ça à cet âge-là, de faire les choses, quoi. Et du coup, ouais, le club m'a beaucoup aidé, quoi. Vraiment beaucoup aidé d'un point de vue logistique, soutien mental et financier. C'est quoi Non, c'était vraiment. un sport contract? Ça veut dire que tu étais payé pour. Non, non, bah normalement oui, mais pas à mon niveau, quoi. Non, en fait, j'avais juste un visa avec Ok. eux. Et donc comment tu vivais pour là, t'étais logé gratuitement et pour Et ben en manger fait, ou. je travaillais un peu pour le club. Je faisais des heures qui me remboursaient mes frais de déplacement, en fait. Parce que là, comme j'étais hébergé chez mon président à cette époque-là, où il me nourrissait gratuitement, il me logeait et il me blanchissait, j'avais juste à payer mes déplacements et le club payait le reste, en fait. Parce que là, en Australie, il faut payer pour nager. Donc, je faisais des heures avec le club et le club payait pour moi ça, en fait. Et grâce à mon président, j'ai pu vivre 1 an et demi comme ça là-bas, où lui m'hébergeait. En fait, moi, je faisais la nourriture. Bah, il travaillait vraiment beaucoup. Et le deal, c'est que je préparais le repas du soir, je faisais le ménage, je entretenais le jardin, la piscine, et il m'hébergeait, quoi. Putain, Et donc, super deal quoi. le Là, meilleur deal du monde. ah ouais, Un génial quoi. super deal. Ouais. Et ben alors pourquoi t'es rentré? Parce que je me suis fait. Parce que du coup, j'étais un petit club et la secrétaire a oublié d'envoyer mon visa. Du coup, j'ai été illégal pendant 9 jours, je crois, ou 7 jours, je sais plus. Ah merde. Et là-bas, en fait, quand tu es illégal, quoi. Donc, le club a pris un avocat. On a pris un avocat pour dire que c'était le club qui n'avait pas envoyé le visa, que moi, j'avais fait mes démarches en tant que personne individuelle. Mais eux, là-bas, ils disent, en fait, c'est la personne qui est titulaire du visa de se renseigner, savoir s'il a bien un visa, en fait. Du coup, on a pris un avocat. Ils ont dit, bah, finalement, non, vraiment, c'est lui qui a fait une erreur. Ils m'ont conseillé de sortir du territoire parce que autrement, je pouvais porter plainte contre le gouvernement, mais ça allait me coûter beaucoup d'argent. Bah, ça allait coûter beaucoup d'argent à moi et au club. Donc, on a décidé que je quitte le territoire. Donc, je suis parti en mai et j'ai redemandé des visas donc en mai 2016 et j'ai redemandé des visas jusqu'en 2018. Donc, pile 2 ans après, en fait, j'étais balède pendant 2 ans. Ça, tu sais pas combien de temps t'es balède. Et là, ils m'ont accepté mon visa. Et donc tu es retourné? J'y suis retourné pour les championnats du monde des nations. Donc, entre-temps, je suis rentré en équipe de France en 2017-2018 et 2019, j'étais en équipe de France. Et quand tu es en équipe de France, parce que là tu dis que tu es à Montpellier, qu'à Palavas c'était face à la mer, tout ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui pratique le life saving? Est-ce que tu entraînes vraiment avec des types qui font comme toi des compétitions ou des filles qui font des Ah ouais. compétitions? Bah, du coup, en fait, moi, quand je suis rentré, donc, quand je me suis fait exclure d'Australie, je suis rentré à Tours dans ma famille. Et c'était en mai, il faisait tout gris.
Et là, moi, j'étais pas prêt. En fait, j'ai eu 28 jours pour quitter l'Australie. Donc, j'étais vraiment. Moi, je comptais y vivre toute ma vie, quoi. Avec le club, on avait commencé à travailler pour que j'ai un visa pour pouvoir travailler en tant que plombier. Tu vois, de vraiment. Moi, je comptais vivre là-bas, quoi. Je comptais pas. J'avais pas espoir de rentrer en France, quoi. Et là, j'ai eu 28 jours pour quitter le territoire. Donc, je t'avoue, c'était un peu j'étais au bout de ma vie, quoi. J'étais pas bien, quoi. Du coup, je rentre en France, je passe un mois chez mes parents. Et là, je me dis, non, je ne peux pas rester à Tours. Donc, je contacte l'entraîneur du pôle, Raphaël Raymond. Et je lui dis, est-ce que je peux venir m'entraîner pour l'été au pôle? Je ne sais pas trop ce que je fais après. J'espère de rentrer en Australie. Il me dit, bah ouais, pas de problème, viens m'entraîner. Donc, je trouve un appart à Montpellier. Et là, je passe, comme je t'ai dit, le meilleur été de ma vie où je m'entraîne. Je fais que ça, mais avec la méthode d'entraînement française qui me correspond, je pense, beaucoup mieux que l'entraînement australien où c'est tout à fond. En France, on fait quand même beaucoup de techniques, du volume et de l'intensité ciblée. Et je m'entraîne avec Greg Praton cet été-là et je fais vraiment des résultats où je suis pas du monde. Vraiment, comme je te dis, je pense que j'avais la forme de ma vie ce mois de septembre-là, quoi. Et tu fais quoi comme résultat? Parce que j'ai vu justement que maintenant, sur ton compte Instagram, je vois que tu es sponsorisé par pas mal de marques C'est là ou où fournisseurs. Wetiz m'a contacté par l'intermédiaire d'un ami, Thomas Villaseca. Je leur ai dit, ouais, voilà, est-ce que vous pouvez me prêter du matériel pour passer l'été en France? Et ils m'ont envoyé un kayak et une planche. Ils ont bien aimé, je pense, Thomas Zackert, que je remercie souvent parce qu'il me soutient dans les bons comme dans les mauvais mouvements. Il m'a prêté une planche, un kayak. Et depuis, on n'a pas arrêté de travailler ensemble. En fait, la planche qu'il m'a prêtée, la première, je ne l'ai pas trop aimée. Je lui ai dit, il m'a redonné une nouvelle planche. Et en fait, on travaille ensemble comme ça. Il me met à disposition. À un moment, j'avais 3 planches, 3 kayaks, quoi. Mais quand j'étais en Nouvelle-Zélande, il m'a mis à disposition une planche. Quand j'étais en Afrique du Sud, il m'a mis à disposition une planche et un kayak. Quand je suis en Australie, j'ai pareil. Donc, ouais, j'ai été sponsorisé. C'est vraiment top, quoi. Un sponsoring génial, quoi. Ouais, parce que Vraiment top. je Et en vois plus, là. on peut travailler avec lui sur les choses, quoi. Il n'est pas la planche qu'on a là, ça a été longtemps. Il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé dessus. Il n'est pas du tout obtus. Il accepte d'évoluer, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment quelqu'un de génial, quoi. Et pareil là sur le matos, je vois que donc t'es avec Vétiz et donc en kayak life saving, t'es chez Fen. Ouais. Est-ce que c'est En fait, t'as testé plusieurs Fen, marques? c'est du en live saving, je suis aussi sur Fen. En fait, Wetiz revend Fen. Ouais, ça je sais, mais justement toi t'as pu tester plusieurs marques et c'est ce qui te semble être le mieux. Pour être franc, moi je ramais sur Dolphin en Australie parce que Fen s'était pas développé à l'époque en Australie. Quand moi j'ai découvert ce bateau, j'aimais pas parce que tu as les pieds qui se touchent, alors que dans les Dolphins, tu as les pieds écartés. Et maintenant que j'ai ramé longtemps en Fen, je peux plus ramener avec les pieds écartés. Je sais plus faire. Donc je pense que le matériel, par exemple là, ils ont changé le kayak. Donc moi j'ai ramé de 2016 à 2021 sur un type de kayak. L'année dernière, ils nous l'ont changé parce que l'usine Fen a brûlé. Et je m'attendais à avoir le même kayak même kayak. Et en fait, quand ils nous l'ont donné le nouveau, j'ai dit ah non, mais je l'aime pas celui-là en fait. Et après, maintenant, quand je reprends l'ancien, je l'aime pas. Donc, je pense que plus tu rames sur un bateau et plus tu l'aimes, quoi. Forcément, tu t'adaptes, quoi. Et je voulais parler un peu du gabarit des sauveteurs parce que je vois que quand je regarde les photos, j'ai l'impression que tout le monde est vraiment balèze, quoi. Vraiment des physiques de fou. Et comme je te dis hors antenne, quand je t'ai vu sur les photos, je dis putain, mais je dis c'est un physique de dingue. Alors tu disais tout à l'heure que même quand tu fais triathlon plus jeune, tu essaies de vraiment tout faire pour pas être plus lourd, tout ça. Est-ce que je me fais de fausses idées ou est-ce que vraiment tout le monde a un physique assez incroyable? Moi, je pense que les gens de ma génération, ouais, on a tous cherché à avoir des physiques assez musculeux en force. Je pense à John Desperges et à Julien Lannes. Et la nouvelle génération qui arrive, hormis Jérém, si tu m'entends, c'est tous des gens très longilines. Parce que du coup, je pense que plus tu as de masse musculaire et plus tu charges en fait, et plus tu es lourd. Et maintenant, je pense que la force n'est pas forcément. Il faut avoir du volume musculaire, mais tu peux avoir de la force
sans être forcément avoir fait beaucoup d'hypertrophie avant, quoi. Ouais, parce que j'ai l'impression, et j'ai une autre question un peu à la con. Je vois, vous êtes tous en cuissard ou quoi, vous avez tous des petits t-shirts qui sont trop petits. Est-ce que c'est obligatoire ce t-shirt trop petit? Alors, Et souvent, en plus, ces t-shirts sont tu parles roses ou pas du bonnet? tu vois, il y a le bonnet, ça me choque pas, mais c'est le t-shirt trop petit à chaque fois. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire de t-shirt trop petit? Alors, le t-shirt, en fait, il est arrivé à cause d'un drame. En Australie, 2 fois de suite, il y a en kayak, des jeunes sont morts parce qu'ils ont tapé, 2 kayaks se sont tapés et il y a ils ont eu trauma crânien, ils se sont noyés, quoi. Et ils ont mis à chaque fois 24 heures à les retrouver, quoi. Parce qu'à l'époque, on était torse nu. Et du coup, ils ont mis en place l'obligation d'avoir des couleurs jaunes dans l'eau. Ça, c'était en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et en France, ils ont mis la règle d'avoir un lycra obligatoire par le club. Pas de couleur, mais de lycra. Et pourquoi le lycra est, comme tu dis, trop petit? C'est que je pense que ça a été fait pour qu'on puisse nager avec, en fait. Ok, parce que là, ça fait vraiment, tu veux montrer ton nombril, quoi. Ouais, mais comme on est bien foutu, ça va, quoi. Je me disais, Avant, on montrait tous nos abdos, donc c'était quand même plus facile pour séduire, quoi. Maintenant, on est un peu couvert, quoi. C'est quand même important, hein. Faut pas... Ah, je me disais, c'est quoi ce t-shirt? Je me dis, ça fait quand même un drôle de look. Je me dis, faut pouvoir l'assumer, ce t-shirt, quand Donc, même. ouais, en fait, c'est pour des problèmes de sécurité à la base. Ok. Je voulais parler un peu muscu aussi avec toi, parce qu'on parlait en antenne justement d'endurance de force, tout ça. Est-ce que t'es fort en muscu? Comparé à un kayakiste, non, très mauvais. Qu'est-ce que s'appelle très mauvais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux donner un exemple de perche? Je sais pas, au développé couché, au tirage planche? Qu'est-ce que tu fais? En série ou en max, hein, n'importe. Je me rends compte. Alors maintenant, ça a beaucoup changé parce que j'ai rencontré une coach en 2019 qui m'a fait. Avant, par exemple, je soulevais 110 kilos au développé couché. Mais après, j'ai appris qu'en fait, soulever 110 kilos ou tirer 110 kilos, ça c'était bien, mais si tu n'étais pas, ce que dit Maxime Beaumont et là-dessus, si tu soulèves 110 kilos, mais derrière, tu retranscris que 40 kilos dans l'eau, ça sert un peu à rien, quoi. Du coup, maintenant, je fais très peu de force max ou de choses comme ça. Je fais beaucoup de choses unipodales, développé halter, traction, et je travaille beaucoup mes jambes pour retranscrire. Parce que ça, j'ai compris très tard qu'en fait, ce qui faisait avancer ton kayak, c'est ce que tu mettais dans le talon et pas dans tes bras. Donc là, j'essaie d'avoir une chaîne d'abdos, de lombaires, vraiment. Ouais, mais j'ai vu que t'avais des sacrées cuisses, justement, c'est pour ça aussi je t'en parle, j'ai vu que t'avais des bonnes cannes, quoi. Mais bon, avec tout le Ouais, mais ça, triathlon, je me c'est suis dit, mon passé de triathlète, je pense. ouais, ce que j'allais dire. Ah, j'ai des gros mollets. Ah ouais, et j'allais dire, est-ce que t'es fort aux cuisses, alors? Je sais pas si tu fais de Non, la presse ou... avec mes hernies, je suis très très mauvais. C'est-à-dire Très, très qu'aujourd'hui, là, mauvais. tu parlais de faire plus du pole, donc d'unilatéral. Donc, tu vas faire du coucher halter à un bras ou des trucs Ah, comme ça? exactement. Ou par exemple du bulgar squat, ou beaucoup de travail avec kettlebell, des fentes. Tu vois, depuis que j'ai mes hernies, je fais plus du tout, je mets plus une seule barre sur mes épaules. Par contre, je peux encore faire du soulevé de terre, mais plus je mets des élastiques. Ok, ouais, tu fais plus dans une optique de Voilà. renforcement. Ouais. Ah ouais, mais... Et en plus, ça correspond plus à mon profil ouais, en ouais, je vois ce que préférence tu veux dire. travail d'élastique que travail de la force pure. Et donc, tu me disais que tu manquais un peu d'endurance de force, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi manquer d'endurance de force? Parce que franchement, t'as l'air... Ah non, 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 j'ai pas, non, moi je manque pas d'endurance de force. Ça c'est non, non, non. Moi, ma qualité principale, c'est l'endurance de Ouais, force. ouais, c'est pour ça que j'allais dire. Alors qu'est-ce que tu veux travailler quoi? Alors, plus ta force sur l'eau, en fait, finalement? Ça dépend pour quel sport. Quand je travaillais le kayak, je cherchais à travailler l'explosivité pure au niveau du haut du corps. Et là, maintenant, comme là, je cherche plus à avoir un tronc et des jambes qui sont chaînées, quoi. Ok, ok, tout ce que tu disais tout à l'heure, justement, arriver à transmettre avec le Ouais, bassin. c'est ça. Tout, Là, c'est tout ça. vraiment là, tout ce que je fais quand je nage, quand je fais de la planche. J'essaye de ne plus être dans le volume, même si des fois ça me rattrape vite parce que j'aime m'entraîner. Quand je fais du kayak, quand je fais de la nage, à ce moment, tout ce que je cherche à faire, c'est retranscrire parce que déjà, j'ai plus la force de mes 20 ans et d'être un peu plus intelligent dans ce que je fais, quoi. Puis maintenant, comme je suis coach, j'essaie d'avoir des retours techniques sur mes jeunes et du coup, j'essaie d'appliquer un peu à ce que je leur dis de le faire aussi à moi, quoi.
Là, tu coaches sur le life saving ou sur toutes les disciplines du kayak? Je coach pas en kayak, je coach en life saving, mais en piscine et côtier. Ok. Là, Ok, en fait, je suis en reconversion professionnelle. Ouais, Donc, comme tu disais. Et donc, tu passes quoi comme diplôme pour ça? je passe un BP natation à AN et en même temps un BF3 natation. Et je voulais aussi faire le BF kayak, mais j'arrive pas. Mes journées sont trop courtes. Euh, Mais co- co- voilà. Comment t'en arrives à faire de Mais, la compétition de course en ligne? et bah du coup, quand je suis revenu en 2000, donc je suis revenu de 2016 à 2019 à Tours, pardon, à Montpellier, excuse-moi, à Montpellier, et là j'étais au RSA, donc c'était pas, c'était des super années de ma vie pour m'entraîner, mais à un moment je me suis dit bon, j'ai plus d'argent en banque, faut que je retravaille. Et je suis reparti à Tours, en fait, l'entreprise où je travaillais, où je démissionnais en 2013-2014, là, ils m'ont rembauché, ils m'ont repris. Du coup, je suis retourné à Tours. Et à Tours, je me suis dit, ah, mais là, je vais arrêter le sauvetage, quoi. Je m'étais dit que je vais arrêter le sauvetage. Et je me mettais au kayak. Donc, j'ai appelé Benjamin Hortelan et je lui ai dit, t'as pas un kayak en stock? Et il avait un Plastex et j'ai fait du bateau de course en ligne. J'ai refait du bateau de course en ligne à ce moment-là. Et à Tours, il y a une bonne dynamique. Il y avait Sarah qui est toujours là. Il y avait des jeunes seniors, Alexis, Mathis qui étaient là. Et je me suis repris goût à faire les Open. Parce que ouais, le 1000, en fait, à la base, je voulais faire du 5000 parce que j'aime beaucoup la bataille sur l'eau, la prise de vague. Et puis j'aime bien, j'aime bien cet effort en fait, de 15-20 minutes où tu es à fond tout le temps. J'aime bien. Et voilà. Et c'est là où j'ai refait les Open, les France, tout ça. Ouais, mais j'ai vu que tu t'en sors pas si mal en plus. J'ai regardé un peu les résultats. Ouais, mais en fait, je m'en sors pas trop mal. En fait, en 2020, avec le Covid, j'ai fait que du kayak vu que la saison de sauvetage s'est arrêtée. Et en 2021, j'aime vraiment le sauvetage en fait. J'aime vraiment l'Iron. Je me suis dit, bah, allez, je repars pour essayer de faire l'équipe de France de sauvetage. Donc, c'est pas passé. Mais ouais, j'ai décidé du coup, c'est très compliqué de combiner les deux saisons, je trouve. C'est vraiment compliqué, quoi. Donc en 2020, j'ai vraiment travaillé le kayak. C'est là où je fais mes premiers Open et je fais un truc. Moi, je fais des trucs pas trop mal pour mon niveau. Je suis vraiment content. Mais après, je vois que je suis limité quand même techniquement. Tu vois, je vois qu'il y a une vidéo où les Open, c'est filmé. C'est la finale B, je crois. Et, à la vidéo, c'était Yann Gutfin qui filmait. Et que je connais Yann parce qu'il est entraîné à Tours. Et par Sarah aussi. Et il y a un des entraîneurs nationaux, il dit ouais, c'est qui ce type qui met des tours de fou, quoi. Et on voit vraiment que je mets des tours. Et Yann, il dit ouais, t'inquiète pas, c'est un sauveteur. Et, il pagaie comme ça, quoi. Et c'est là où je vois que je suis limité, quoi. Quand je fais de l'équipage avec les gars, je suis pas dans les jambes avec eux. On n'a pas du tout la même façon de faire, quoi. Toi, t'as Tu vois, envie de moi, mettre plus, j'avance la hanche. t'as envie de mettre plus de fréquences que les Ah ouais, autres? moi j'ai envie de mettre de la fréquence, moi. Moi, en tout de 100 tours par minute, je m'ennuie. C'est vrai? Ah ouais, putain. Ouais, je mets de la fréquence de fou, quoi. Je mets de la Ah ouais. fréquence. Et mais dans tout ce que je fais, en fait, quand je nage, quand je cours, je suis tout en fréquence. Je suis pas du tout en appui, quoi. Ah ouais, énorme. Ah ouais, tu s'entoures minutes. Mais Donc, parce que quand tu fais la ligne, t'es aussi avec ta faillée en 720? non, non, j'ai une 780, manche jaune, j'ai augmenté. Autrement, là, je pense qu'il m'aurait tué, hein. Je pense que cet été, au France, il m'aurait tué si j'avais ça. Ah ouais, donc avec Mais, ta 780, tu pagais comme Sonic, quoi. ouais, mais je suis court, en fait. Je suis court. Tu sais, il n'y a pas de temps d'arrêt en l'air. Je plante très tôt. Je plante avant de tirer, je pense. Tu vois, il y a plein de défauts, quoi. Parce que je confonds vitesse et précipitation, je pense aussi. Ah, après, c'est pas du tout le même entraînement. Là, entre le life saving et la course en ligne, quand même, Mm. c'est pas la même embarcation, c'est pas la même position dans le bateau. C'est quand même deux choses Ouais. différentes. Ok, ben là, moi, je trouve que c'est déjà incroyable. Je veux dire, c'est déjà très fort d'arriver à faire les deux, tu vois, quand même à bon niveau, faut le dire. Mais c'est sûr que si tu voulais performer, comme tu l'as dit là, c'est dur de concilier les deux saisons. Mais si tu veux vraiment performer dans une discipline, t'es obligé de te spécialiser quand même. T'es Ouais, obligé ouais, ça. tu peux Parce que tu peux pas pas. faire des pics de forme, tu peux être en forme toute l'année, quoi, c'est pas possible. Ouais, Puis en kayak, ils sont quand même forts, hein, faut pas se mentir, ils sont quand même très ouais, très forts. Du coup, ouais, ouais. du coup, tu peux faire des hauts de finale B, mais tu peux pas jouer la victoire, quoi, tu vois. Tu peux pas jouer la victoire. Ah Et ouais. quand tu gagnes dans un sport, c'est quand même difficile de repasser dans un sport où
où tu joues avec des jeunes U23 qui espèrent, quoi. Alors que quand je retourne en sauvetage, bah là, après les sections cette année, en mai, qui sont pas très bien passées, j'ai fait un break, un long break. Et là, je suis revenu en sauvetage avec une autre mentalité et je gagne la nage et le kayak et je fais des trucs bien, pas trop mal à l'aéron, tu vois, sans m'être entraîné parce que j'ai maintenant la technique, quoi. Je sais faire. Tu vois, je reproduis des choses que j'ai déjà beaucoup travaillé. Alors que là, en kayak, il faut que je reprenne tout depuis le début, quoi. Quand je fais de l'ocean racing, ouais, c'est pareil. Hein, est-ce que ça te change beaucoup l'ocean racing du life saving? Parce que c'est plus long, ah, ça n'a rien à peut-être? voir. Bah, en fait, le bateau, il fait moins de 12 kilos. Nous, en ocean racing, c'est très compliqué de passer au-dessus d'un run. Nous, il faut passer droite-gauche. Et en life saving, eux, en ocean racing, eux, ils vont tout droit, quoi. Eux, c'est que de la relance, quoi. Et ça, pareil, c'est une autre mentalité, quoi. Donc j'arrive, et puis ils lisent beaucoup mieux les runs que moi. C'est pareil. Hein. On parlait de Nicolas Lambert. Nicolas Lambert, Benoît Leroux, Pierre Villa, ils lisent les runs, mais c'est juste extraordinaire, quoi. Ils ont une lecture de l'océan. Pareil, moi j'ai commencé le kayak à 20 ans et j'ai commencé l'océan et la mer à 26, 25, 26, quoi. Donc bon, c'est clair, il y a 10 ans, mais il y a des réflexes que j'ai pas et que j'aurai jamais, quoi. Ah oui, je vois moi aussi quand on me dit lis le lac, moi je suis sur lac quoi. Tu sais, je suis là, je dis mais qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Je regarde, je dis ouais, bah là il y a des vagues par là, ok, mais ok, alors qu'est-ce qu'il faut faire là? Ok, plus appuyer de ce côté-là. Là, t'es un peu, c'est un peu du chinois quoi. Ça, c'est du chinois. Ouais, et je pense que quoi qu'il arrive, bah tu vois, maintenant je pense savoir lire la mer, mais je suis dans l'analyse. Je suis pas dans la. C'est pas Ouais, naturel. dans l'inconscient en fait, dans le truc où ça se fait naturellement et puis t'y vas quoi. Ouais, c'est ça. Moi, tout ce que je fais, tu vois, par exemple, le départ kayak maintenant qui est devenu un point fort, j'ai dû tout le décomposer. Le départ planche, j'ai dû tout décomposer, quoi. T'as eu besoin d'analyser, de l'intégrer, de le visualiser Ouais, pour pouvoir le faire. c'est ça. Ah ouais, mais je comprends. Tout est décomposé, quoi, chez moi. Rien n'est naturel. Donc, forcément, les gens qui sont naturels, bah, neurologiquement, je pense que ça va plus vite, quoi. Bah, je pense, c'est sûr, ça va plus vite. Ah bah, c'est sûr, et comme on dit, car on dit, si tu as fait un peu de physio, tout ça, c'est que la réflexion empêche l'action. Donc moins tu réfléchis, plus tu vas vite, quoi. Mais Oui, encore, et encore ouais. Moi, je faut-il réfléchis pouvoir le beaucoup faire. déjà de base, alors donc ça ralentit en plus, quoi. Et dès que j'enlève, dès que j'y vais, par exemple, j'avais travaillé mes départs kayak qui étaient mon gros point faible pour le 200 mètres. Et dès que je cherchais à, bah, tu vois, fait la boule, tir, machin, les jambes, bah, c'était pas fluide du tout, quoi. Il y avait plein de temps d'arrêt. Et un jour, mon coach, il m'a dit, bah, allez, vas-y, pense à rien. Et là, ça a giclé, quoi. Bon, bah, quand j'arrive à penser à rien, c'est cool, mais des fois, dès que je me remets à penser, ça parasite la performance, quoi. Ah ouais, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et, Ça me parle. ouais. Et maintenant, moi qui suis coach, tu vois, j'essaie d'analyser avec mes athlètes, et puis je leur dis, bah, maintenant, on repense à rien et on fait ce qu'on sait faire, quoi. Donc, Ouais, j'essaie de pas ouais. tirer des erreurs. Mais c'est dur parce que moi aussi j'ai besoin d'intégrer. Je vois, c'est pour ça que tout ce que tu dis là, ça me parle parce que je fais exactement ça. J'ai besoin d'intégrer, de le visualiser, de me voir le faire pour pouvoir le faire, quoi. Mm. Donc, Ouais, je sais pas comment t'as une mémoire visuelle ou je sais pas comment tu fonctionnes. Moi, je fonctionne au visuel en fait. Faut que je vois ouais. pour comprendre. Oui, Par exemple, si tu moi m'expliques un aussi. truc, je comprends rien. Si Ouais, je ouais. vois, je comprends. Et ouais, j'ai besoin de. Moi, j'aime bien me mettre. Bah là, je dérive un peu, mais j'aime bien me mettre derrière quelqu'un et voir comment il paillait. Et tu vois, Oui. j'arrive à reproduire en le voyant, tu vois. Pour ça, je regarde beaucoup quand je paillais, quand je fais des séances, je regarde un peu comment font les autres, tu vois. Et j'arrive à voir en fait. Et bah pareil, tu vois, moi, je fais pas mal d'ergo quand il fait froid. Et pareil, je me mets des Je sais pas courses, comment tu fais. des courses qu'il y a sur YouTube. Et donc, maintenant, je reconnais les gens à leur façon de pagayer. Donc sur les vidéos, donc c'est marrant. Mais ouais, j'ai besoin de voir pour reproduire en fait. Vraiment, je vois et après j'arrive à m'imaginer. Si j'arrive pas à m'imaginer faire pareil, c'est mort. Je peux pas le faire. Et après aussi, un des problèmes, je pense, qu'on a, c'est qu'on regarde les meilleurs. Tout Bah, à moi, en fait. tout cas, quand je regardais les vidéos d'Australie avant d'y aller, je regardais les meilleurs. Et entre guillemets, c'est comme si tu regardais une personne qui soulève 140 kilos au développé couché ou 160 et que toi tu soulèves 40 ou 50, 60, et bah en fait les étapes intermédiaires, tu les as pas. Du coup, quand tu regardes les meilleurs faire les choses, et bah tu chantes un peu il y a des étapes à faire. Et tu les Bien chantes. sûr. Et Bien du sûr. coup, bah maintenant, je sais que je ramerai pas comme un Australien, je rappe comme moi, et il y a des choses que je ferai jamais.
mais je sais pas comment dire qu'il faut. En fait, faut pas sauter les étapes, faut pas chercher à ramer comme Lisa Carrington, comme tu es une fille, en fait, parce que Lisa Carrington, elle est passée par des étapes que nous, on n'a pas fait, quoi. Ah, mais je vois ce que tu veux dire parce que moi, quand t'as bien vu que mon truc, c'était de poser des Ouais. questions. Et donc, je pose des questions à chaque fois sur la technique. Et je pose souvent des questions à des pratiquants confirmés. Et je vois que des fois, je pose une question et forcément, comme c'est tellement loin pour eux, tu vois, je dis par exemple, tiens, il y a telle vague qui arrive comme ça ou comme ça, comment tu fais? Et pour eux, en fait, c'est tellement naturel qu'ils n'arrivent pas à comprendre mon problème, tu vois. Ils disent, Ouais. tu sais, ils réfléchissent et effectivement, parce qu'en fait, eux, ils sont passés il y a tellement longtemps sur ces étapes-là que, ouais, c'est trop lointain. Mais je vois exactement ce que tu veux dire. C'est vrai que on essaye de copier les champions parce que, entre guillemets, ça inspire, ça motive, tout ça. Mais il y a toutes les étapes mais après, toi, t'as commencé en club à Tours. Mm. Moi, j'ai pas eu la chance de commencer en Ouais. club. Là où je suis, les clubs voulaient pas des trentenaires entre guillemets. Et donc, C'est j'ai ça, c'est commencé là où un peu tout seul, quoi. Hein. Donc avec mes défauts que j'essaye de toujours corriger, où je travaille dessus depuis maintenant un an et demi avec un copain. Mais sinon, ouais, toi, t'as pu démarrer en club, donc imagine. Ah, mais là, tu vois, moi, Jean-Baptiste, c'est un de mes meilleurs amis maintenant et il sait que je le remercie à chaque fois. Et Olivier, je l'ai revu cette année au France et je sais pas si je lui ai dit, mais c'est vraiment grâce à ça grâce à eux que j'ai les bases, tu vois, en kayak. Tu vois, autant en nage, je nage depuis que j'ai 7 ans, mais j'ai pas eu des entraîneurs quand j'étais jeune assez pointus. Tu vois, maintenant que je m'entraîne avec des entraîneurs vraiment pointus, bah, je comprends qu'il me manque des choses. Et c'est grâce à, tu vois, Olivier, JB et Sarah aussi, qu'on a beaucoup échangé sur la technique. Après, d'autres gens, mais les bases, je pense que c'est vraiment important. Et moi qui entraîne des jeunes maintenant, j'ai l'impression qu'ils regardent la fin, mais ils ne regardent pas le début. Tu vois, ils regardent ah, mais Bien regarde, sûr. cette personne a fait que ça, en fait. Oui, mais quand elle avait 15 ans, en fait, elle nageait 6 bandes par jour, tu vois. Et toi, quand je te fais nager 4 bandes, tu pleures, quoi. En fait, faut pratiquer. Et ça, maintenant, bah, peut-être parce que moi, je suis beaucoup dans le volume, mais je trouve que les jeunes, ils se laissent pas le temps de passer du temps à faire leur sport. Ils veulent tout de suite être forts. Bien sûr. Après, il y a cette mouvance qui dit qu'il faut faire de la qualité, de la qualité. Et beaucoup de champions parlent de qualité. Ouais, mais parce qu'ils ont 30 ans. Parce qu'ils ont fait aussi, pour moi, mon analyse en tout cas, à prendre avec des pincettes, hein, mais c'est que Mm. ils ont fait beaucoup de quantité auparavant. Il y a eu Et nous, on a énormément de la même quantité, analyse. de quantité, de quantité. Et ensuite, Léa, dans l'épisode 3, l'avait bien dit. Au début, elle faisait beaucoup trop de quantité. Ensuite, elle a fait de la qualité. Elle s'est vraiment concentrée là-dessus. Et maintenant, elle fait de Ouais. la quantité de qualité. Tu vois, c'était un peu ce Ouais. truc-là. Et je pense que c'est une étape indispensable, en fait. Tu étais obligé de Ah passer ouais, par moi, cette je suis étape totalement d'accord. volume pour d'une part développer tes capacités aérobie, ta caisse, tout Mm. ça, mais aussi ta technique et surtout ça te permet de voir si t'aimes vraiment la discipline aussi, parce que si t'es pas capable de Ah la ouais. faire comme ça pour le plaisir longtemps, bon, c'est quand même mal barré Ouais, pour ça, performer en tout c'est. cas. Bah, moi, j'aime le sport, donc c'est un truc quand on me dit, moi, j'arrêterai jamais le sport. Mais du coup, j'ai du mal à me dire que, en fait, tu te donnes 1 an à 20 ans pour performer, quoi. Je comprends pas que tu peux pas te laisser du temps pour performer. En fait, quand tu sors de junior, faut te laisser le temps pour passer senior, quoi. Tu peux pas performer tout de suite. Faut passer du temps à pratiquer, quoi. Ouais, Et ouais, ça, non. en France, comme on peut pas s'entraîner, bah, en tout cas dans mon sport, en kayak, c'est un peu moins ils ont beaucoup de créneaux, mais moi, en tout cas, en sauvetage, ils n'ont pas beaucoup de créneaux, donc laissez-vous le temps de passer du temps sur l'eau, quoi. Et surtout qu'il y a beaucoup de choses à développer. Après, en kayak, je trouve que c'est l'inverse. Ils arrêtent trop tôt, ils ne se laissent pas le temps. Tu vois, ils passent beaucoup de temps à s'entraîner quand ils ont 20 à 22 ans, mais dès qu'ils sont pas vite en équipe de France, et bah, ils se laissent pas le temps. Ils se laissent pas le temps, quoi. Je sais que tu as interviewé Franck Lemoine, je crois, c'est Oui, celui qui a mis du tout à temps à fait. performer. Et tu vois, moi, j'ai envoyé ce podcast à beaucoup de jeunes de mon club. Et bon, bah, ils l'ont pas écouté parce que c'était trop long. Et tu vois, encore un truc qui, tu vois, ils prennent pas le temps de le faire, mais alors que. Ah, parce que ça les intéresse pas vraiment. Quand ça Et t'intéresse, en fait, il m'a dit, regardez, en fait, il a pas été en équipe de France junior, il a été en équipe de France très tard U23. Et maintenant, il est sur le point d'aller au jeu, quoi. À l'époque, il était sur le point d'aller au jeu, quoi. Du coup, euh, il faut se laisser le temps. En kayak, je pense que c'est le gros défaut. J'essaie de tous ceux de mon club leur dire, mais laissez-vous le temps, les gars, laissez-vous le temps. Prenez une année où vous entraînez plus que 2 fois par jour, mais vous entraînez quand même 2 fois par jour. C'est quand même bien. Faites vos études, certes, mais laissez-vous le temps d'avoir 27, 28 ans et forcément, vous allez performer à 27, 28 ans, quoi.
Je Ah pense que c'est ouais. pas parce que c'est pas super fort à 22 ans que tu seras pas fort à 28 ans, quoi. Non, mais on néglige un peu. Bah, après, là, on dérive aussi sur la société actuelle hein, qui veut tout rapidement Ouais. et qui fait plus. Moi, j'ai l'impression et je le dis souvent, mais je sais pas si tu t'es inscrit à la formation gratuite entre guillemets que j'ai faite pour ceux qui écoutent le podcast. Alors, je l'ai vu, je vais le faire. Oui, mais c'est pas grave. Mais en gros, la dernière Ouais, partie, ouais, c'est... je me spoil. Mais pour moi, le secret, finalement, après tous ces épisodes de la réussite, de la performance, en tout cas, c'est l'envie en fait. Tu sais, tu aimes pagayer. Moi, j'ai envie de pagayer. J'ai envie de m'entraîner. Je suis content en fait. Je suis là. Tu vois, je prends mon exemple, hein, à prendre encore une fois avec des pincettes, mais on me dit voilà l'hiver, faut faire la coupure hivernale, tout ça. Moi, en fait, rien que le geste du kayak me fait plaisir en fait. Tu vois, je sens que c'est pour moi. Et si la performance doit arriver, elle arrivera. Mais j'ai envie de pagayer et je me dis pas tiens, faut que tu fasses ci, ça, même si j'ai des objectifs personnels. Il n'empêche que c'est l'envie en fait. Si tu as envie à un moment, si tu as vraiment envie, tu vas mettre les choses en place naturellement, ça va se faire, ça va se faire. Et la régularité, cette envie avec la régularité va faire que ça va payer à un moment. Et ça va payer plus ou moins en fonction de ton potentiel, les problèmes que tu rencontres, tes antécédents, tout ça. Mais je crois on veut trop, comment dire, prédire la performance. Et ça, pour moi, c'est pas. Tu peux pas prédire que tu vas aller au jeu. Pour moi, tu peux pas prédire que tu vas être champion du monde. Tu peux mettre en place des choses parce que tu as envie et tu verras bien où ça mène. Et quand tu fais les choses comme ça avec plaisir, l'envie, voilà, le plaisir, t'arrives souvent beaucoup plus loin que tu le penses. Ah, je suis totalement d'accord. Et surtout, faut pas prendre l'échec comme une fin. L'échec fait partie de la performance, quoi. Tu vois, je Si tu pense te laisses vraiment pas que... échouer, tu peux pas y arriver, de toute Ouais, façon. ouais, c'est ça. Et... Tu vois, moi, je prends par exemple ma première course en Australie, mon premier Iron en compétition, je finis dernier. Mais dernier. Dernier! Ah merde, putain, donc Ouais, dernier. tu vas là-bas, tu te prends, c'est Ouais, un cadeau et tu te prends une raclée, quoi. ouais. Et 2 ans après, bah, je fais un quart de finale à l'Iron au championnat d'Australie, donc qui est la plus grosse des compètes. Toute la saison, j'avais fait des demi-finales sur le circuit professionnel. Donc, tu vois, c'était quand tu me vois arriver, tu te dis, ouais, le gars, il va rien faire, quoi. Et à la méthode australienne, fais tout l'entraînement, tais-toi, entraîne-toi, et ça viendra, quoi. Donc, Tu parles d'un circuit professionnel, comment ça fonctionne? Il y a des gens qui sont payés, il y a des prix, tout ça? ouais. Alors, ça change un peu tous les ans les méthodes de qualification, mais quand moi, la première année que j'y étais, en fait, tu as ce qu'on appelle les trials. Donc, tu as, un week-end où tu as 4 courses à faire et ils prennent un classement à la fin des 4 courses et tu peux rentrer dans le circuit professionnel ou pas. Et il y a un circuit professionnel avec 6 étapes où il y en a toujours 10 qui sont reconduits d'année en année, tous les 10 meilleurs, et après ils rajoutent des noms en plus. Et donc les 10 meilleurs souvent sont payés, quoi. Et les autres, c'est leur club qui les paye. Ok, Voilà. ils sont payés par les organisateurs, comment ça se passe? Il y a des sponsors, c'est Ah, vraiment le un énorme marché système, en Australie? en fait, en Australie, c'est le 5e sport en Australie, le sauvetage. Ah ouais. Et pour information, ce qu'on nous on appelle les OSI, c'est le 3e événement mondial, je crois, après les Jeux et je ne sais plus quel autre événement, en nombre de participants. Donc là-bas, le Ouais. sauvetage, c'est vraiment quelque chose de développé, quoi. Ok, et c'est pour ça, d'ailleurs, Et, je te parlais du BNSSA, sauveteur et tout, mais là-bas, est-ce qu'ils sont spécialisés aussi compétition, ou est-ce qu'en même temps, ils sont aussi sauveteurs au jour le jour? alors là-bas, c'est vraiment notre système. Donc, comme je te disais, moi, quand j'ai commencé, j'ai eu mon BLSA cette année-là. Et en Australie, c'est obligatoire par contre. Et pour faire les championnats d'Australie, il faut avoir fait 20 heures de surveillance des plages. Parce que Ok. là-bas, les plages, c'est du lundi au vendredi, c'est des sauveteurs professionnels qui surveillent. Et le week-end, c'est des bénévoles, les surf clubs, qui surveillent les plages devant le club, quoi. Et du coup, D'accord. pour pouvoir faire les championnats d'Australie, il faut avoir fait 20 heures de surveillance. Mais je crois que c'est même plus que ça. Mais j'ai plus la notion en tête. Et en Nouvelle-Zélande, c'est pareil. Il faut avoir fait un certain nombre d'heures de patrol pour pouvoir surveiller, pour pouvoir faire les championnats, quoi. Alors qu'en France, il n'y a pas du tout ça, quoi. En France, il n'y a pas de problème. Ok. Et ouais, ça c'est. Ah, Et du coup, moi, c'est fou que ce soit si gros, quoi, en Australie. ouais, mais c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en Australie, il y a beaucoup d'intergénérationnel parce que la plage, elle est surveillée, en fait, il faut de tout le monde. Moi, j'étais mauvais en anglais, donc ils n'allaient pas me mettre à la radio, quoi. Moi, j'étais le first swimmer. Donc, je faisais pas non plus la bobologie. Donc, on est environ 10 à 15 par patrol. Donc, tu as des jeunes de 14-15 ans,
tu as les gens comme moi qui ont 20, 30 ans et qui font un peu de sport. Puis tu as les 50, 60 ans qui font ça pour la communauté. Pour eux, en Australie, c'est très important d'aider la communauté. Et du coup, tu es t'es de ton dimanche ou ton samedi, et tu passes du temps avec des gens qui ont des profils de vie complètement différents, à des âges complètement différents. Et moi, c'est ce que dans mon club, j'essaye de mettre en place, que les grands aident les petits et que les petits aussi, par leur, entre guillemets, leur naïveté, leurs questions un peu, il n'y a pas de questions bêtes pour moi, on puisse tous progresser en fait. Et ça, c'est un truc en Australie que j'ai trouvé vraiment génial parce que tu es là, et puis du coup, tu apprends d'autres choses des autres gens et ça te tire, je pense, forcément vers le haut, quoi. Ah, C'est quelque chose que je dois mettre en place, quoi. mais j'allais dire, l'avenir pour toi, c'est vraiment de développer ça, alors, finalement, aujourd'hui. Moi, quand j'ai repris le club, j'ai pas repris le club, mais quand on m'a donné ce poste, mon premier mot, ça a été de dire que je voulais, avant de faire des bons athlètes, je voulais en faire des bons êtres humains, des bons, pas citoyens, mais des personnes. Je trouve que le sport, ça t'apprend à te lever à. Par exemple, moi, ce matin, j'ai entraîné de 6h à 7h30 des jeunes avant qu'ils aillent au lycée. Et quand tu apprends à faire ça, mais après, dans ton travail de tous les jours, tu sauras, si ton patron il te demande de te lever d'avoir un rendez-vous à 7h, tu sauras le faire. Tu auras cette rigueur que forcément les autres qui vont juste au lycée à 8h, ils l'auront peut-être pas. Moi, par exemple, mes jeunes cadets, là, j'aime bien les prendre en exemple et leur dire, bon, de la séance d'avant, qu'est-ce que tu as retenu? Explique-nous devant tout le groupe ce que tu as retenu de ce qu'on a expliqué. Donc, au début, c'est forcément difficile parce qu'ils ont 14, 15 ans, c'est un peu difficile de s'exprimer devant tout le groupe. Nous, on est 30 à l'entraînement souvent. Et au début, c'est difficile. Et moi, je leur dis, mais pour le bac, il va falloir que tu le fasses, ça. Et ça, je trouve que c'est une super part de notre travail, quoi. De rendre un peu, d'apprendre à devenir des bons humains, quoi. Oui, Voilà. ça va en lien avec, je sais pas si tu as lu le bouquin Les secrets des All Blacks. Et si, je l'ai lu. Ah voilà, voilà. Ça te parle alors. C'est exactement Ouais, ça. je lis beaucoup. Ouais. Bleu et rouge, je pensais bleu et rouge. Moi, j'ai beaucoup retenu ça. Super. Et Voilà. j'arrive un peu au bout de mes questions, Renaud. Est-ce que tu as d'autres sujets que tu voulais aborder? Non. Déjà, si, merci. Merci pour faire ça, pour développer. Parce que Avant le podcast, tu disais que s'il y en a qui étaient intéressés peut-être pour venir s'entraîner à Palavas, ils étaient les bienvenus. Ah ouais, tout le monde est le bienvenu. C'est quand j'ai repris le club, ça fait partie des choses. Tout le monde peut venir s'entraîner avec moi n'importe quand, tant que il y a de la règle du respect. Donc ouais, il faut venir s'entraîner à Palavas ou au Gros Et on peut Tournoi. faire de la course en ligne aussi à Palavas, a priori. On peut faire aussi de la course en ligne à Palavas, mais faut mieux aller en faire au Gros Duroy. Je pense que si c'est des gros clubs, Nicolas Lambert est bien plus armé pour accueillir les clubs. Mais pour le sauvetage, moi, j'invite tout le monde à essayer parce que je pense qu'on peut tous apprendre du sauvetage. En fait, en Australie, ils font tous du sauvetage. Lisa Carrington a fait du sauvetage. Et moi, c'est plutôt ça que je voudrais finir, c'est faire un appel du pied aux fédérations de kayak et de natation pour venir essayer le sauvetage, en fait, parce que je pense qu'on peut arriver à faire des transferts. Par exemple, moi j'ai un exemple, c'est Margot Fabre, qui a été au jeu en natation en 2016 et en 2020. À 20 ans, elle avait un peu marre de la natation, mais elle a été raccrochée par le sauvetage, par faire d'autres choses, de nager, mais différemment. Et comme je disais, en fait, à 20, 22 ans, c'est un peu compliqué, tu as des trous. Et le sauvetage peut te permettre de voir d'autres choses, de continuer à faire du sport, à t'entraîner, et après de revenir dans ta discipline pour performer, quoi. Quand Margot elle a été au jeu en 2016, je pense que si elle n'avait pas eu le sauvetage, elle n'aurait jamais poursuivi en fait, les années d'avant. Et ça, c'est vraiment un appel du pied aux fédérations. Laissez pas vos jeunes à 20 ans arrêter parce qu'ils ne seront pas en équipe de France. Et c'est normal, en fait, ils n'ont pas le niveau à ce moment-là. Il y a les équipes de France U23, mais de gagner, c'est quand tu as appris à gagner quand tu es jeune, c'est un peu plus difficile quand tu viens. Du coup, je pense que faire ce transfert, c'est vraiment un appel du pied. Venez tester le sauvetage. Moi, j'ai testé la course en ligne, l'Ocean Racing, et je pense qu'on a toujours à apprendre, quoi. Bon, est-ce que si je viens faire du life saving, est-ce qu'après je vais être plus détendu quand il y a des vagues? C'est la question. Je pense que oui, parce que c'est pas. Après, c'est pas les mêmes vagues. Moi, je t'avoue, quand je fais du fond, je me sens pas super rassuré. Quand tu as le siège dans tes flancs sous tes fesses, t'es pas super.
Et alors que je sors avec mon kayak dans 2-3 mètres de vague et j'ai pas peur et je tombe pas. Mais après, tu as d'autres réflexes. Et je pense que tout apporte, en fait. Tout apporte. Donc, ouais, faut essayer. Oui, bah super, ce sera le mot de la fin. Merci Renaud pour ton temps. Puis j'espère comme d'habitude que ça aura donné des pistes de réflexion à ceux et celles qui sont en quête de progrès et qui veulent mieux performer. Merci encore et salut à tous. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.